Écrire de la donnée sur la chaîne, c'est très facile de plein de façons différentes et en général de façon assez crado. On peut miner des adresses jusqu'à obtenir des chaînes de caractères qui nous conviennent. Donc finalement, c'est une manière d'écrire de la donnée. Faire la promotion de blockchain qui résoudrait des problèmes de Bitcoin, il faut créer des problèmes. Et donc, il y a des fonds extrêmement bien fournis qui vont subventionner des projets qui vont expliquer que leur layer 2 va permettre de résoudre des problèmes de scalabilité. Et ça bouchonne, on passe pas nos transactions, c'est pas possible. Mais nous, on a la solution. Il faut pas s'interdire des outils de transaction parce que potentiellement, des transactions ont des usages, des finalités qui sont dangereuses. Le cœur du problème sur Internet et sur tous les usages numériques, c'est la metadata. Quand les données sont fongibles, elles sont bien moins dangereuses. C'est très difficile d'exploiter des comportements. Donc en fait, plus on va permettre de la data, plus on va permettre de la metadata. C'est complètement beaucoup plus efficace d'avoir une logique d'architecture, prendre le bon outil pour le bon usage et que lui paye sa sécurité en Bitcoin que d'aller écrire directement Bitcoin en payant en Bitcoin. Comme ça que peuvent se construire et même peut-être se reconstruire Internet. Et ça, c'est très intéressant parce que il va y avoir un monde un peu en perte de vitesse, de contenu foisonnant mais faux, et sûr que c'est faux. La cryptographie derrière, qui va pouvoir faire un autre monde où la donnée, elle est vérifiable. Et l'IA ne pourra pas falsifier une vérité mathématique. L'attaque la plus grande, c'est qu'il y ait moins de personnes qui participent aux échanges techniques, aux tests, à la documentation, à l'animation de la communauté. Ça, c'est le risque. Voilà, lui, il est réel, il est immédiat, il est là. Salut Nicolas, Salut, comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Ouais, très bien, ouais. Je suis content là qu'on se fasse cet épisode parce que c'est un épisode qui va surfer un peu en fait sur l'actualité du moment. Je sais que toi, tu es sur Twitter comme moi et il y a une actualité dans Bitcoin actuellement qui fait couler beaucoup d'encre, hein, qui fait parler beaucoup de développeurs, beaucoup de podcasteurs, beaucoup de membres en fait de un peu cette communauté un peu Twitter Bitcoin qui crée un peu de drama en quelque sorte, hein, aujourd'hui. C'est la querelle qu'il y a entre Bitcoin Core et Notes, hein. Luc, justement sur la dernière mise à jour qui a été déployée par Bitcoin Core, la Core 30, hein. Donc juste, on va en parler de ça parce que c'est un sujet qui est très intéressant. C'est juste pour le présenter très rapidement, c'est juste un sujet sur qu'est-ce qu'on peut inscrire sur la timesheet Bitcoin? Est-ce qu'il y a que des données monétaires ou est-ce qu'on peut inscrire d'autres choses? Et puis, enfin voilà, on va en parler juste après. Et ça va être un épisode qui va, je pense, se centraliser sur cette question d'actualité parce que c'est quand même assez important. Et je pense que tu es la bonne personne pour le faire, hein, parce que toi, tu es très technique, tu connais très très bien Bitcoin. Et je vais te laisser d'ailleurs te présenter pour que tu nous montres un peu quel est ton background et pourquoi c'est très pertinent de t'avoir avec moi pour qu'on discute de ça. 35 ans, je commençais dans le numérique en 95. J'ai participé à des gros projets d'innovation sur les infrastructures Internet au départ. Le premier fournisseur d'accès Internet par satellite, ensuite un satellite d'études spatiales, soit en tant qu'architecte ou directeur de programme. Les premières plateformes de convergence 2G, 3G, la création de la 3G, avec toutes les itérations qu'il y a eu pour Orange, les premiers systèmes Ethernet embarqués dans les trains. Le numérique a pris le pas sur l'analogique, ce genre de choses. Donc, cette transition voilà, dans les systèmes. Et puis, j'ai développé une des premières bases de données NoSQL dans les années 2000. Après, j'ai fait des projets pour des grands comptes, de grosses cofontes, mais en parallèle, je monte des startups tech depuis toujours, parce que j'adore ça. Et en 2013, j'ai commencé à miner des bitcoins. En 2015, j'ai fait une première société dans le domaine et de l'immobilier. En 2018, comme c'était difficile d'être entrepreneur tout seul dans ce domaine, j'ai fondé un accélérateur de start-up à Paris, à Station F. Chez l'accélérateur, là, c'était très blockchain. Euh, Dans cette lignée très blockchain, j'ai fondé, j'ai cofondé le co-host du Paris Blockchain Week Summit. Donc, pendant ces années-là, j'ai côtoyé les fondateurs des grosses blockchains, c'est-à-dire en fait les fonds VC essentiellement américains de ces projets. Euh,
Ce qui a fini de me renforcer sur mon maximalisme, en fait, où vraiment c'est autre chose sur Bitcoin. Et à tel point qu'à un moment donné, bon, on a revendu les activités et j'ai décidé de fonder une société dans le domaine qui développe du coup une layer 2, mais voilà, tout un ensemble de systèmes de contrats off-chain. L'idée, c'est d'avoir des services internet un peu à la Nostr, totalement décentralisés. Les gens sont souverains de leurs données, parce que être souverain de sa monnaie, c'est bien. Mais si après l'usage qu'on en fait nous remet dans un système de risque et d'exposition classique et très fiat, finalement, voilà, on a gagné un tour de roue, mais c'est compliqué de rester, de conserver en fait les apports de cette souveraineté. Et donc l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. On est dans une ère numérique, tous les flux sont numériques, nos vies sont opérées numériquement. Donc de prolonger cette souveraineté grâce à Bitcoin et la sécurité qu'il apporte. Et donc on développe sur Bitcoin, je développe sur Bitcoin depuis très longtemps. J'ai vu les évolutions aussi d'un certain nombre de grosses infrastructures depuis très longtemps. Je connais les projets assez, de manière très proche, les projets alternatifs et voilà, ceux qui pensaient pouvoir être des bitcoins et qui non, c'est pas structurellement pas du tout la même chose. Voilà, je baigne dans tout ça maintenant depuis plus de 10 ans et donc ça me donne une belle overview, on va dire. J'ai travaillé avec des startups, avec des fondateurs de projets. Dans notre team, on développe aussi avec des core devs sur certains sujets assez précis, comme les silent payments ou voilà, des sujets de Bitcoin. D'un autre côté, on a aussi des associés qui sont très, très impliqués sur le mining, sur, sur les Bitax, mais sur, voilà, sur ce type de projet-là. Donc, on a voilà, une vision finalement assez globale des acteurs, qui fait quoi, comment ça se passe. D'accord, donc très, très beau CV, donc très, très bon connaisseur du fonctionnement de Bitcoin et alors si je dis pas de bêtises, ta boîte actuelle, c'est 4NK, c'est ça? D'accord, OK et d'ailleurs pour ceux qui écoutent, j'invite, tout le monde à rejoindre, le groupe Signal Café Viennois parce que Nicolas ici présent est un bon contributeur et avec des très, très bons, posts, justement très techniques, hein, sur Bitcoin mais pas que donc c'est toujours super en fait d'avoir un peu ton point de vue sur ces questions-là parce que c'est toujours des sujets qui sont un peu techniques et Bitcoin aujourd'hui, tu sais, c'est quelque chose où je pense qu'au début de Bitcoin, on y venait surtout pour la technique, vraiment l'attrait technologique, qu'est-ce que ça peut créer de nouveau? Comment est-ce qu'on peut essayer de, voilà, de révolutionner un peu la manière dont on peut penser la monnaie d'un point de vue purement numérique et technologique et aujourd'hui, ça attire d'autres types de profils, donc des personnes qui vont plutôt avoir un angle politique, comme moi en fait, tout simplement, qui sont, arrivés, beaucoup plus tardivement que toi là-dedans et c'est toujours intéressant d'avoir un peu cette double vision des choses, à la fois la vision un peu technique. Je pense que c'est intéressant parce que c'est aussi la vie politique qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des sujets techniques, mais en même Mmh. temps, les gens doivent se positionner sur des sujets où ils n'ont pas forcément la technique, mais ils ont la vision. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils veulent pour eux, en fait. Heu, Tout à fait. mais parfois, il y a un décalage entre la réalité du code, c'est-à-dire, en fait, on discute de lignes de code qui vont être écrites ou pas écrites, mais on projette dessus des choses qui sont des usages, de la politique, mais qui n'ont parfois aucune réalité Tout à avec fait. la strictement technicité, la ligne de code dont on parle, en fait. Et ça, c'est très difficile d'arriver à faire cette explication technique pour que les gens concentrent les sujets sur exactement quel est le point technique dont on parle, pour pas que ce soit après fantasmé sur ah, mais voilà, des intentions, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, ça c'est comme on dit, hein, souvent, c'est que Bitcoin, il a l'avantage en f de forcer les personnes très techniques, en fait, à s'intéresser aux questions économiques et monétaires et elle a un autre avantage, c'est de forcer les personnes qui sont très intéressées par les questions économiques et monétaires à s'intéresser justement aux questions techniques. Donc tu vois, ça permet tout ça, quoi et bah, je te propose, bah, qu'on plonge, en fait, dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet de cet épisode de podcast, c'est justement l'actualité autour de Bitcoin et surtout, en fait, l'actualité qu'il y a autour de la dernière mise à jour de Bitcoin Core, hein, la mise à jour numéro 30, hein, pour essayer un peu de comprendre le entre guillemets «le petit drama» qu'il y a actuellement sur Twitter, entre ceux qui sont pour, la mise à jour, ceux qui sont contre la mise à jour. Donc ceux qui sont plutôt en faveur bah, du coup de Nox, hein, donc un autre, logiciel qui permet de faire tourner des nœuds, qui est un groupe de personnes qui sont formées un peu autour de Luc et avant vraiment qu'on aille vraiment dans le sujet un peu
vraiment technique, est-ce qu'on peut juste rappeler rapidement comment fonctionnent, tout simplement les nœuds, comment est-ce qu'on inscrit une donnée sur le nœud et justement comment fonctionne le up return qui est vraiment au cœur de Oui. un peu de la polémique? Alors, c'est important de parler du nœud parce que Bitcoin, le logiciel Bitcoin, c'est le logiciel du nœud Bitcoin. Bitcoin, il n'y a pas le code du miner dedans. Un miner, il est vérifié par ce code, mais par contre, c'est pas lui. Le code de miner, c'est pas lui. Le wallet, on a des logiciels de wallet, c'est pas des logiciels, c'est pas Bitcoin. C'est des logiciels qui me permettent de gérer ces clés, de signer des transactions et de les envoyer sur Bitcoin. Donc, Bitcoin, c'est le nœud. Bitcoin, c'est un système de gouvernance décentralisé et personnel sur ce que l'on veut mettre ou pas dans sa propre version de la blockchain. Donc un nœud, c'est une version de la blockchain personnelle qui est gérée par nous-mêmes. Et sur ce nœud, du coup, va s'appliquer des règles de consensus mathématiques, ce que le code va nous imposer parce que Bitcoin fonctionne de cette manière sur cette version. Et puis des paramétrages qui sont à la main des utilisateurs et qui donnent une certaine latitude pour dire, moi, je vais exprimer le fait que ce type de transaction, je l'aime pas vraiment, j'ai pas envie de le relayer. Et mon poids, voilà, ce sera une certaine priorité sur le réseau parce que sur le réseau, tout est concurrent, c'est-à-dire qu'on ne censure pas, c'est-à-dire on ne choisit pas une version, puis tout d'un coup, toutes les autres vont disparaître. On va chacun choisir, en fait, on va décider d'ajouter dans notre blockchain locale. Et donc, finalement, c'est la somme des choix arbitraires de chacun, de relayer ou pas une transaction, de relayer ou pas un bloc, d'ajouter ou pas une donnée sur la blockchain, qui va faire le consensus global. Et du coup, quand on va passer une transaction, il faudra que cette transaction, elle passe par un certain nombre de relais qui l'acceptent et qui la relayent eux-mêmes. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est comme ça que se forment finalement les décisions, ce sont des priorités. C'est Mmh. voilà, finalement, ma transaction va être plus ou moins acceptable sur le réseau et donc elle va être plus ou moins être priorisée sur le réseau. Elle aura plus ou moins de chances d'être ajoutée dans la blockchain au fil Mmh. de Bitcoin, la time chain de Bitcoin. Donc, ce qui est intéressant, c'est de considérer le nœud. Hein, si on fait des comparaisons, par exemple, les banques commerciales, ça va plutôt être du côté des services tiers. La banque qui va gérer son compte, ça va plutôt être le wallet. Euh, le mining, ça va être l'exploitation de l'or. Ça va être, par contre, la banque centrale, c'est les nœuds. Ouais. Là où est écrit qu'il y a 21 millions au départ, c'est dans les blockchains des nœuds. Là où on écrit la récompense des mineurs qui commencent à distribuer cette monnaie, c'est les nœuds. Et ils relayent ou pas cette récompense, donc c'est eux qui vont distribuer ou pas, qui vont déclencher ou pas le halving, qui vont choisir ou pas les nouvelles versions de Bitcoin, parce que les versions de Bitcoin, c'est les versions de ce logiciel. Et donc finalement, la gouvernance, c'est ça, c'est d'avoir un nœud Bitcoin. Être utilisateur de Bitcoin, c'est être utilisateur d'un nœud Bitcoin. Et des nœuds Bitcoin, il y en a plusieurs versions. Il y a une version de référence, c'est Bitcoin Core, et qui fait un travail énorme justement à animer dans la communauté cette référence. C'est-à-dire que si on cherche comment on fait une requête pour connaître son solde, comment on fait une requête pour relayer une transaction, tout ça, c'est la référence, c'est Bitcoin Core. Et c'est eux qui animent les communautés, donc les reviews. Donc ce code, il est sur un dépôt de code qui est maintenu par une dizaine, un peu plus de personnes. Et publiquement, ils vont décider de qu'est-ce qu'on va mettre ou pas dans le code de Bitcoin, pourquoi on va le mettre. Donc ça, c'est les BIP, hein, c'est les propositions Mmh. d'évolution sur Bitcoin. C'est débattu pendant très longtemps. C'est priorisé publiquement. Et puis, ça restitue publiquement les choix. Il y a la communauté qui organise ses propres événements à côté. Il y a des BitDev qui sont très spécialisés, qui vont permettre d'aller très loin pour les plus experts et de remonter des choses auprès des Bitcoin Core. Enfin, vous voyez une interaction qui est permanente. Ouais, je te coupe juste là-dessus pour que justement les gens comprennent bien, parce que quand on parle de Bitcoin Core, donc c'est à la fois une version juste du logiciel, mais Bitcoin Core, c'est aussi une autre chose, hein. C'est une communauté de développeurs qui est, bon, que c'est une communauté qui est ouverte, hein, tout le monde peut y participer, hein, c'est le code est open source. Exactement, voilà. Et il y a des grands noms, là. D'ailleurs, il y a quelques jours, là, j'écoutais un podcast avec Antoine Poinzeau,
qui justement lui participe à ça et qui décrit un peu comment ça fonctionne le travail, du coup, comment chacun peut proposer justement, des modifications et comment ces modifications sont ensuite acceptées ou non. Et je pense que c'est juste une petite parenthèse pour qu'on parle un peu de ça parce qu'il y a, ouais, comme tu dis, plusieurs dizaines de développeurs qui y participent. Je crois que c'est une quarantaine au total, hein, donc c'est assez important et eux, ils vont proposer des choses, travailler de manière totalement open source sur et ce qu'eux vont proposer, ça va former justement la version du logiciel, enfin leur version core en fait, la version core qui est aujourd'hui la plus utilisée sur les nœuds. C'est ça. Heu, voilà, c'est ça. Mais tu as raison, ils ont pas c'est pas qu'un projet, qui fait sa version, c'est vraiment les animateurs du projet et la référence sur lesquels d'autres projets vont se baser pour que ce soit compatible, en fait, avoir un socle, commun, pour que tout le monde parle la même langue quand on développe sur Bitcoin. Donc ça, c'est un gros, gros travail d'animation, c'est très difficile et il faudrait encore plus de testeurs, de relecteurs, voilà, c'est un gros travail d'animer tout le matériel intellectuel qu'il faut pour, bien ficeler, faire le tour d'un sujet avant d'engager, des centaines de milliards, sur ce logiciel, heu, extrêmement performant. Petit Raspberry, peut stocker, tout un historique bancaire, international, la 5e capitalisation mondiale, enfin, Bah, tiens, c'est incroyable quand on regarde les fiches, da en fait, ouais, tout à fait. Bah, justement, parlons-en un peu justement alors avant d'enchaîner sur le reste, parlons justement de techniquement, matériellement, qu'est-ce que c'est qu'un nœud, en fait? Parce que comme tu le dis, tu peux avoir ton livre de compte de toutes les transactions qui ont été réalisées, depuis 2009 sur un Raspberry. Bah, au final, c'est typiquement ça, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un tout petit ordinateur, un Raspberry Pi qui consomme très, très peu, avec tu mets un disque dur d'à peu près quoi, 1-2 téra, ouais, 1 téra, c'est suffisant de toute façon pour la blockchain actuelle et tu peux en fait, tout simplement centraliser chez toi, en branchant ça au mur et en connectant ça sur internet, en fait, ta propre petite banque centrale qui tient en fait à jour en tous les registres des transactions qui ont été réalisées sur la timeshares Bitcoin depuis 2009 et ça, c'est assez intéressant parce que tout à l'heure, tu parlais des nœuds qui sont en fait le consensus des utilisateurs du réseau Bitcoin. Mais en fait, quand on parle d'un nœud, c'est tout simplement ça. En fait, c'est un petit Raspberry Pi connecté à un disque dur qui a une force en fait assez phénoménale parce que tu peux valider ou non, bah, tout simplement la voie quand on est en train d'emprunter Bitcoin. Tu peux utiliser ou non, telle ou telle version de Bitcoin Core ou autre et en faisant ça, bah, tu votes en quelque sorte et ce vote-là, quand tu les additionnes, les nœuds Bitcoin, j'avais regardé il y a quelques jours, je crois qu'on est à plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'ailleurs, je ne sais plus combien il y en a exactement. Mais quand tu additionnes en fait tous ces votes individuels de nœuds Bitcoin, hein, comme, je suis sûr que tu en as un chez toi, j'en ai un chez moi et cetera et bah, en fait ça forme un vote quasiment démocratique en fait, au sein de et ça forme le consensus. c'est ça et je trouve que ce consensus qui est, un consensus social, vraiment, purement, hein, c'est pas, il y a le consensus mathématique pour que ça marche bien sans bug et pour que les failles byzantines et cetera soient résolues, mais Mmh. par-dessus, il y a le consensus de ce qu'on va tout choisir. On parle souvent du pouvoir des mineurs, mais celui qui récompense ou pas le mineur, celui qui accepte sa transaction dans le bloc où il a rajouté sa récompense dedans, bah, c'est le nœud. Si les utilisateurs, finalement, voient qu'un acteur, on n'a pas envie de le récompenser, on refuse sa transaction avec, enfin son bloc avec sa transaction dedans et il a perdu tout son investissement, quoi. Donc le pouvoir de ces nœuds est très, très important et parfois un peu bousculé. Donc c'est très important aussi d'être vigilant à conserver aussi, ce pouvoir des utilisateurs. Donc il y a le pouvoir des développeurs, ceux qui vont écrire le code sur le repo du code et tout le monde va le télécharger. Donc c'est important qu'ils fassent ce travail de transparence, d'alignement et cetera, qui est très difficile et qu'ils font ça à l'échelle mondiale et avec plein de tensions, plein de pression, plein de voilà, on imagine bien que les tentatives de détourner des acteurs, sont ultra nombreuses et il faut les protéger aussi ces gens-là. Faut pas non plus les décourager. Enfin ouais, un aspect psychologique, c'est vraiment des gens très, très forts pour assumer cette responsabilité. Donc voilà, le logiciel Bitcoin, la référence Bitcoin Core
Et dans ce logiciel, on a une partie de mempool. Donc, c'est finalement là, on va gérer ce qu'on reçoit et ce qu'on enlève. Avant de le mettre dans la blockchain, il y a tout des process et des règles. Il y a un tri, il y a des priorités. Donc tout ça, localement, on va déjà gérer un petit peu ce mempool. Et puis après, il y a la gestion de la blockchain elle-même. Et puis après, il y a les règles de consensus avec des paramétrages dont on va parler parce que le point de tension sur Knot et Core, c'est vraiment ces points de paramétrage. Et ensuite, autour de ça, il y a les RPC. Donc, c'est qu'est-ce que l'on veut avoir comme interface avec le monde sur sa version. Donc, en fait, est-ce que j'ai envie que des gens puissent utiliser mon nœud quand ils ont un wallet et qu'ils doivent consulter un solde, ils doivent consulter un nœud Bitcoin. Est-ce que j'ai envie que n'importe quel wallet puisse venir sur mon nœud pour dire, comme j'ai tout l'historique de la blockchain, est-ce que je peux faire cette transaction? Quels sont mes UTXO? Donc, quelles sont mes pièces que je peux utiliser pour faire mes transactions, etc. Souvent, les gens pensent que leur wallet, leur Bitcoin sont quelque part physiquement dans leur wallet. Non, leur wallet, il a la clé qui permet de dépenser leur Bitcoin. Mais il les dépense parce qu'on écrit une dépense sur le registre et elle est écrite sur la chaîne. Et les pièces qu'on détient, elles sont sous la chaîne. Donc, il y a la gestion de ça, puis il y a la gestion de l'interface au nœud. Est-ce que j'ai envie de communiquer avec les autres nœuds, les autres réseaux, un réseau pair à pair? Donc, comment je me fais connaître des autres? Je dis, voilà, je suis là, grosso modo. Je télécharge une première liste de nœuds pour se connecter aux autres, pour les connaître. Et après, eux vont m'envoyer des listes des nœuds qu'ils connaissent. Moi, j'ai envoyé une liste de ceux que je connais à ceux que je suis connecté. Du coup, j'en aurai plus. Il y a toute une gestion de ce réseau pair. Donc, il y a une autre brique qui est la gestion du réseau pair à pair pour éviter des phénomènes d'éclipse. Par exemple, des nœuds qui s'associent pour masquer, ne pas relayer, par exemple, un ensemble d'autres nœuds. Donc, il y a toute cette intelligence et cette sécurité. Il y a beaucoup de choses sur la gestion du réseau pair à pair lui-même, la gestion des interfaces avec les wallets, la gestion de la blockchain, la gestion des règles de consensus locales, du code, la gestion du mempool. Toutes ces briques unitairement, ça constitue le logiciel Bitcoin Core. Ok. Et après, il y a des logiciels qui s'appuient sur Bitcoin Core pour développer leur propre version. Alors, il y a Knot, même si on verra que dans l'histoire, Knot est arrivé avant Bitcoin Core, mais c'est un point de détail, on va dire, mais c'est intéressant dans la philosophie. Ok. Parce qu'au début, le wallet de Satoshi, c'était le wallet, le nœud et le miner. Et puis, rapidement, le miner a été détaché. Il est resté le wallet et le nœud. Et donc, finalement, dans les logiciels Bitcoin Core, on a aussi un wallet. Minimaliste. Mais c'est quand même cette référence qui va décrire comment on décrit un wallet Bitcoin. Avec énormément d'évolutions dedans, comme les wallet descriptors, etc., qui vont permettre plus ou moins d'organisation de son wallet, avec extrêmement de vigilance sur ne pas liquer d'informations à travers la description que l'on va faire de ces wallets, mais en même temps organiser ces wallets pour être interopérables avec plusieurs réseaux, avec plusieurs systèmes, avec plusieurs types de clés, avec plusieurs... Donc finalement, il y a aussi une gouvernance à travers ça, c'est-à-dire que la compatibilité qu'on va avoir, elle va directement être décidée par les formats que vont accepter ou pas la référence Bitcoin Core. Si quelqu'un veut faire une transaction avec 2 sorties, 3 machins, un format d'adresse, un autre, c'est Bitcoin Core qui va dire, bon écoutez les gars, l'adresse elle doit être comme ça, il peut y avoir tant d'outputs, machin, truc. À partir de là, tout le monde est d'accord. Et qui va définir aussi si on peut mettre de la data en plus de cette transaction ou pas. Le fameux up return. Ça, on va en dire un petit peu. Plusieurs versions. Il y a Bitcoin Core, il y a Knot, donc voilà, Ludal Junior, qui était un des historiques. Et comme j'ai dit, il a même eu sa version de référence avant Core. Il a participé longtemps à la maintenance du code de Bitcoin. C'est parti des core devs Bitcoin. Et puis, il y a d'autres wallets. Et puis, des fois, il y a des briques. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs modules. La mempool, le wallet, le machin. Et donc, certains se sont concentrés sur une brique et l'ont retiré. Et du coup, si on veut faire un wallet super rapide, il y a des libs, il y a des librairies qui ont été développées dans d'autres langages, en Java, en Rust, etc.
Et donc de prendre juste ces wallets-là et réécrits dans un autre langage parce que voilà, c'est pratique pour nous, quoi. Donc il y a des tas de wallets qui existent, mais ils viennent tous de la référence qui est Bitcoin Core. OK. Si on utilise la même référence de Bitcoin Core, dans ce cas-là, on a un risque de hard fork. Oui, voilà, Voilà, c'est autre chose parce que les règles de consensus vont être différentes. tout à fait. Donc, on va accepter des blocs plus gros. Et voilà, ouais. Et voilà. Et là, du coup, c'est plus du tout la même chaîne que les gens vont garder sur leur nœud. Et quand ils vont interagir avec d'autres nœuds, bah non, ils vont se rejeter mutuellement en disant: «Oh, c'est quoi ce truc? C'est trop Tout à fait, ouais. petit». Voilà, bref, ouais, Là, de toute façon, on va pas forcément parler de la possibilité d'un hard fork, ou même d'ailleurs comment ça fonctionne là, parce que je pense que ça nous emmènerait trop loin, mais vraiment pour vraiment, juste résumer un peu ce que tu viens de dire. Donc là, je pense qu'on a tu as plutôt très bien posé les bases de comment fonctionne justement les nœuds sur Bitcoin, comment fonctionne le système de consensus, hein, et aussi, définir un peu ce que représente Bitcoin Core, hein. Donc c'est à la fois un collectif, hein, de développeurs, mais c'est aussi une version de logiciel. Et c'est assez important de bien poser un peu les termes avant de parler un peu de l'histoire actuelle, du drama actuel, hein, parce que quand on parle de Bitcoin Core, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui les versions donc du coup 28, 29, 30 de Bitcoin Core, ça représente plus de 95 je crois des nœuds, je crois, hein. Que justement Nox a En fait, beaucoup ouais, ça a beaucoup changé ces derniers mois. Ça a beaucoup changé, ouais. Donc justement, parlons un peu de ça, parce que, on va dire que Bitcoin Core avait une domination de justement de présence, enfin leur logiciel, était très présent sur les nœuds. Ça change beaucoup depuis quelques semaines parce qu'il y a une controverse qui est assez importante qui a émergé justement avec la version de Bitcoin 30, enfin de Core 30 pardon. Et est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est une controverse qui est surtout très liée à une fonctionnalité qui est le hop return et avec la possibilité ou non d'inscrire ce qu'on va appeler des arbitrary data, donc des données arbitraires sur la time chain. Je te laisse nous en parler parce que c'est le cœur du sujet là. Et c'est un sujet qui existe depuis presque toujours, 2010-2011. D'ailleurs, c'est assez intéressant de remonter au pourquoi ce truc existe. Au départ, quand les mineurs écrivaient leur bloc, ils pouvaient écrire. Il y avait une partie, comme il n'y a pas d'entrée sur cette transaction qui est un peu particulière, la rémunération du mineur, ils pouvaient écrire des données. Et donc certains, dès 2011, ont commencé à mettre des empreintes de fichiers, à mettre des commentaires, à dire voilà, moi c'est moi qui ai gagné, je suis un tel. Ah, voilà, bref. Il y avait 100 octets pour faire ça. Et c'était déjà assez dérangeant. Donc, c'est Luc Dahl Junior, heu, qui est devenu le plus fervent opposant à l'ajout de données arbitraires sur la blockchain, qui a proposé ce qui allait devenir, 2013-2014, les up-returns. C'est-à-dire, plutôt que de les laisser écrire n'importe quoi là-dedans, alors que c'est une donnée qui va être conservée sur les nœuds obligatoirement, et cetera. C'est la récompense du mineur, donc on ne peut pas l'enlever. On va trouver un espace dans les transactions où ce ne sera pas gênant. Et si on a besoin d'avoir une version plus légère, parce qu'on est dans un pays où on paye cher la bande passante, et cetera, parce qu'on ne veut pas mettre 2 ans à synchroniser son nœud, parce que c'est un coût en ressources pour les utilisateurs, ça je reviendrai dessus. Dans le Oui. débat, il y a le fait que les nœuds, c'est quelque chose qui est fait gratuitement. Genre, on fait tourner son nœud, personne ne paye pour ça. On le fait parce qu'on a un intérêt personnel à le faire sur l'usage de Bitcoin. On veut de la souveraineté, donc on veut sa propre version, mais on ne veut pas forcément faire autre chose que ça. Heu Mmh. et je reviendrai un petit peu dessus, mais c'est très important. De l'utilisation des ressources et ne pas finalement financer par ces ressources des usages tiers qui ne sont pas à l'objet de ce que personnellement on a choisi. Mmh. Mais bon, revenons un petit peu sur le sujet. Donc en fait, les up return, c'est un espace dans les transactions sur lesquelles on va pouvoir mettre ces données arbitraires, limitées à 80 octets. Ça, on verra tout le sujet sur cette limite. Et on va, comme ça, on va dire, bon, on va inciter les gens à faire proprement les choses sans impacter ceux qui n'en veulent pas, ils pourront l'enlever, et cetera. Donc, c'est ces fameuses up return. Sauf que écrire de la donnée sur la chaîne, c'est très facile de plein de façons différentes, depuis toujours. Et en général, de façon assez crado. C'est-à-dire, on peut miner des adresses.
jusqu'à obtenir des chaînes de caractères qui nous conviennent. Donc finalement, c'est une manière d'écrire de la donnée. En général, c'est des flags, c'est des indicateurs, c'est pour d'autres usages. Mais bon, quand même, on va l'utiliser pour faire autre chose. On peut utiliser des transactions où on va plus ou moins utiliser des espaces de données qui ont des discounts, donc il y a un discount pour faire ça, c'est-à-dire que ça coûte moins cher par rapport. Le coût d'une transaction, c'est son coût en octets. C'est du virtual byte, virtual parce que il y a quelques règles, c'est pas directement des octets, il y a quelques règles qui viennent s'ajouter sur le calcul. Et puis c'est un coût computationnel aussi. Du coup, on fait un petit discount pour que les gens qui veulent mettre de la data soient incités économiquement à la mettre plutôt au bon endroit, sur un peu n'importe où. Ça, c'est dans le witness, ce qu'on appelle le witness. Et bon, il y a eu des facilitations pour faire ça sur Taproot. Donc, c'était déjà possible depuis toujours. Mais il y a eu des facilitations pour Taproot pour enchaîner, le faire à la volée. Et du coup, cette limite de 80 octets, c'est juste une limite de complexité. Mais au final, on va en entasser tellement qu'on pourra mettre des images, mettre tout et n'importe quoi. Sur lesquels se sont développés des protocoles entiers qui stockent des datas arbitraires qui se retrouvent sur les nœuds des utilisateurs. Ou alors, il faut faire des compromis entre pas tout synchroniser sur son nœud, mais c'est quand même un compromis sur l'intégrité du contrôle qu'on Ouais, va tout à faire fait. sur son léger, mais existant. Et donc, Taproot, en fait, a provoqué des usages qui ont provoqué le débat de dire, bon, ces données, ils sont là. On n'arrive pas. En plus, généralement, c'est des incitations qui sont décorrélées de l'anti-spam. L'anti-spam, c'est les fees minimum qu'on a sur les transactions, et puis c'est le coût de la data. Mais au final, être visible, ça vaut sur certains projets tellement cher que c'est décorrélé. Ou par exemple, les assets qui sont représentés dans ces datas-là valent bien plus que la transaction elle-même. Donc il y a comme ça un décrochage entre la valeur de la transaction, la valeur des bytes, et puis la valeur de ce qui est représenté, qui font que les mécanismes économiques ne marchent plus. Là, ouais, ça, c'est un point qui est essentiel sur lequel je pense qu'on peut s'attarder un peu. C'est justement tu parles du coût qui est lié à la data. C'est que pour que tout le monde comprenne bien, c'est que quand un bloc est miné toutes les 10 minutes, hein, le bloc en question a une taille limite, hein, de données qu'il peut accepter. Donc, quand on est que sur de la donnée monétaire, donc justement des échanges d'UTXO, ça va parce qu'on n'est pas sur de la grosse donnée. Par contre, quand on va commencer à inscrire dans ce bloc de la donnée arbitraire qui n'est pas de la donnée purement monétaire, là, on va avoir les blocs qui vont se remplir beaucoup plus rapidement. Et en effet, les fees, donc ce qu'on va payer justement pour broadcast la transaction, pour que la transaction aille sur les nœuds, qu'elle soit finalisée, ces frais-là vont augmenter de manière un peu drastique parce que justement, il y a une compétition pour faire partie du bloc et utiliser les données, la taille limite des données qui sont limitées et allouées à chacun des blocs qui sont minés toutes les 10 minutes, hein. Et quand, en effet, tu vas avoir de la grosse data qui va prendre un très, très gros pourcentage du bloc, tous les autres, participants du réseau qui veulent broadcast des transactions, eux aussi, leurs frais va augmenter. Et là, c'est un gros problème parce que c'est justement la différence entre ceux qui veulent avoir uniquement de la donnée monétaire pour justement inscrire, pourquoi pas, le maximum de transactions, le maximum d'utilisateurs dans chacun des blocs, et ceux qui veulent inscrire d'autres types d'informations dans les blocs, au risque justement des fois de bouffer des blocs entiers juste pour ça, comme on l'a vu il y a quelques mois. Et puis, il y a un impact sur la prévisibilité aussi économique pour les mineurs, parce que sous les effets de mode, hein, c'est vraiment du marketing qui va provoquer, ils veulent être visibles, c'est une opération marketing de mettre sa data sur Bitcoin. Il y a des tas d'autres façons beaucoup moins chères et beaucoup plus même pratiques. Sur des layers, par exemple, qui sont quasiment gratuites, on peut faire exactement la même chose, mais c'est pas visible de la communauté Bitcoin qui va s'offusquer de ces données-là et faire tout un buzz autour. Et finalement, on va entendre beaucoup plus parler de ces projets donc en termes de com, c'est très efficace de venir spammer Bitcoin. Mais alors justement, quand tu parles du spam de Bitcoin, là, tu penses aux ordinals là, qu'on a eu il y Oui. a, je sais même plus, quoi, c'était l'année dernière, je crois, il y a un an et demi, je sais même plus, où on a eu un épisode de spam assez violent sur la blockchain, la main chain de Bitcoin.
et là, on a eu justement les frais qui ont explosé jusqu'à ce que alors moi, j'ai souvenir, c'est des souvenirs un peu vagues et lointains que j'ai, tu me corriges, si j'ai des bêtises, mais moi, j'ai souvenir de personnes qui justement envoyaient des spams dans les blocs, donc de la data, l'image et cetera, et qui pouvaient payer en termes de frais jusqu'à, mais je crois, 10 000 $ la transaction. Oui, alors en fait, c'est ce que je disais par rapport aux enjeux qui sont derrière, aux tentatives de détournement, parce que, bon, alors il y a une chose, hein, c'est que du coup, effectivement, c'est les mineurs, ils gagnent la récompense du bloc et puis ils gagnent les frais de transaction. Donc ils vont mettre en priorité dans leur bloc les transactions qui ont les frais les plus élevés. C'est pour ça que Dont les quand spams. ça bouchonne et ben, on doit payer un petit peu plus et puis, bah, le mineur est très content parce qu'il y a des frais supplémentaires, mais cette congestion, en fait, voilà, pourquoi on paye des frais parfois plus chers? C'est parce que si on veut que notre transaction, elle passe avant les autres, bah, elle va être priorisée par les frais qui sont mis dedans auprès du mineur. Tout à fait. Et le point dont sur lequel je voulais revenir, c'est que il y a des enjeux où, si vous voulez, pour enfin, si tu veux, pour pour, heu pour faire la promotion de blockchain qui résoudrait des problèmes de Bitcoin, bah, il faut créer des problèmes. Et donc, il y a des fonds extrêmement bien fournis qui vont subventionner des projets pour parce qu'ils ont envie de pump, leur jeton derrière, qui vont expliquer que leur layer 2 va permettre de résoudre des problèmes de scalabilité. Vous voyez, ça bouchonne, on passe pas de Mmh. transactions, c'est pas possible. Mais nous, on a la solution. Et oui, c'est eux qui ont le Ouais. problème. Et du coup, ça va passer. Et donc là, ils ont des millions sous le coude. Et donc, oui, ils s'en fichent d'être à perte pendant des mois à mettre des images débiles. C'est une opération, comme je disais, marketing et leur budget marketing. Et c'est complètement décorrélé des logiques économiques, de frais, d'anti-spam par rapport à la data, de valeur de la donnée. On peut pas en fait, il y a pas de facteur sur lequel se raccrocher pour mettre des règles proportionnelles au montant. Ah, c'est pas possible. Mais toi, C'est c'était un sujet. ouais, c'est vrai, c'est un sujet qui est super important parce que cet épisode de spam, qu'on a eu, il y a un petit temps sur Bitcoin, moi, je sais que, toujours pareil, hein, si mes souvenirs sont pas super bons, faut que tu me corriges. Moi, j'ai les souvenirs de quelques personnes qui disaient que ça pouvait même signer la fin de Bitcoin dans le sens où c'était une des vulnérabilités. En fait, tu pouvais directement attaquer Bitcoin en spammant la main chain et tu pouvais comme ça, en fait, rendre les frais de transaction tellement importants, tellement hauts que, même il n'y aurait même quasiment, en fait, plus d'intérêt économique à échanger des UTXO, quoi. Donc c'était une sorte C'est de vrai et faux parce qu'il y a quand même des équilibres économiques qui se recréent derrière. tout à fait, oui. Tout à fait, mais En fait, on quand va inciter le marché des mineurs. Bah, les mineurs vont être plus riches, il y a plein de transactions qui vont arriver, donc il va y en avoir plus. mmh, Ça va inciter le marché, en fait, à venir participer à cette compétition. ouais, Mais tout du à fait. coup, bah, la compétition va être plus élevée. Du Mmh, coup, bah, ils vont moins en gagner proportionnellement des blocs et du coup, ouais, bah, ça va relisser, en fait, l'incentive derrière. tout à fait, hein. Même et puis il y a l'anti-spam qui continue, d'être là malgré tout et de faire son travail d'usure, même si c'est très bon quand les gens sont très riches en face, mais qui comme Exactement. et donc au final, voilà, ça tombe. Ça peut Ouais, prendre quelques mois, mais bon, au final, peut-être des mécanismes d'équilibre. Ça aussi, on reverra, on reviendra sur le sujet très clairement des upreturned, mais ce qu'essaye de ne pas faire Core, c'est de ne pas pénaliser. C'est de travailler sur les équilibres. En fait, c'est voilà, c'est mmh, l'équipe de Nash où on a plutôt intérêt à jouer le jeu, qu'à, jouer pour soi-même, strictement OK, hein. et donc de participer à ces équilibres-là et quand donc on va revenir un petit peu du coup plus précisément au sujet. Ces up return, sur, sur Knot, depuis toujours, il y a un certain nombre de paramètres, data carrier size, qui dit quand je relaye une transaction, quelle est quelle est la taille maximum des données pour lesquelles les transactions, bah, je vais les relayer. Mais par contre, celles qui sont au-dessus, j'ai pas envie de les relayer. Bitcoin dit la taille maximum, c'est 80. Par contre, en dessous, bah, en dessous, on fait jusqu'alors. On faisait ce qu'on voulait. Et on pouvait dire: «Non, moi, mes ressources, c'est pour faire, du monétaire, plus qui ressemble». Donc il y a des filtres qui sont
rendu possible sur Knot plus facilement parce qu'on va pouvoir utiliser des paramètres qui vont finalement définir certains profils. Et ces profils, même si c'est toujours contournable, vont quand même éliminer voilà, les principaux protocoles de spam parce qu'ils ressemblent à quelque chose qu'on peut identifier. Et donc, voilà, les spammers sont inventifs, ils inventeront autre chose, mais au moins ces spams, ils vont éliminer un gros volume de ça. Et ce qui va permettre de se dire, bah, je ne vais pas relayer. Voilà. Moi, je refuse de stocker déjà des choses qui potentiellement m'exposent aussi, des virus, du porn shield, du je sais pas quoi. Il pourrait même y avoir des attaques comme ça, parce que dans certains états, ça peut être sensible. Et on pourrait très bien aller pousser une donnée pour que, voilà. En fait, je suis assez inconfortable avec l'idée de stocker tout et n'importe quoi sans filtre et, et d'être responsable de le relayer en plus à d'autres. Ouais. Donc, Knot se permettait de donner des règles, de donner des motifs de choses acceptables, pas acceptables. Et ça faisait partie du coup de cette gouvernance-là des utilisateurs sur leur nœud, mais un peu enrichi sur Knot. On pouvait aller plus finement dans nos exigences pour dire, voilà, j'accepte de relayer telle taille, pas telle taille, moi j'applique tel filtre, etc. Il se trouve que la V30 de Bitcoin Core supprime les limites. Donc, comme le paramètre disparaît, on est obligé de l'accepter. OK. Et c'est le code, du coup, qui va imposer sa gouvernance, le code de Knorr, et il n'y aura plus la surcouche de la gouvernance de l'utilisateur en disant bah, moi, avec mes petits filtres bricolés, il marche bien, il marche pas bien, mais bon, ça me va. Je décide d'accepter ou de refuser tel ou tel type de transaction. Bah, ça marche plus. OK. Et donc, ça force. Alors, avant, les deux cohabitaient très bien, puisqu'en fait, ils étaient rétro-compatibles. Il y en a un qui était plus exigeant que l'autre, mais c'est pas bloquant. On trouvait toujours d'autres chemins pour relayer, mais c'est ce que j'expliquais sur la priorité. Du coup, le moins acceptable était moins prioritaire, proportionnellement au nombre de nœuds de Knot. Le nombre de nœuds de Knot, c'était 1 ou 2% laborieusement pendant très longtemps, et puis maintenant, on a 17%, parce que Oui, d'accord. il y a un certain nombre de choix techniques de l'équipe de Bitcoin Core qui vont plutôt vers une gouvernance soit par les wallets en leur permettant de faire plus de choses, soit par les layers en leur permettant de faire plus de choses, soit par Core lui-même avec ses règles établies et plus pondérables, paramétrables par une surcouche utilisateur. Et ça frustre, je pense, un certain nombre d'utilisateurs qui étaient attachés à ces règles personnelles qu'on pouvait rajouter, relayer, exprimer à travers le fait d'avoir son propre nœud aussi pour ça, aussi pour participer à la gouvernance. C'est un truc qu'on a répété longtemps, c'est que quand on a un nœud, on participe à la gouvernance, on vote aussi. Mais là, on vote Tout à beaucoup fait. moins, parce qu'on vote comme tout le monde en fait. Donc, on comprend qu'il faut arriver à une solution technique pour bien gérer la data et que les mécanismes mesurés ne fonctionnent pas parce que c'est complètement décorrélé en face des spammers. Mais il y a quand même deux écoles, à savoir, est-ce que on se dit, au nom de ça, on va réduire le pouvoir de vote des utilisateurs, et pour autant, Knorr est très bien au niveau de la sécurité, il n'y a pas de régression, mais ou est-ce que nous, ce qui est important, c'est qu'on est une communauté plus qu'un projet informatique, et que les votes de la communauté, c'est un peu le débat initial entre les experts techniques et puis les choix que chacun peut faire avec sa propre vision, ses propres. Parfois, alors là, en tant qu'ingénieur, il faut être schizophrène, mais c'est pas forcément les meilleurs choix techniques qui vont nous porter sur un idéal, sur l'idéal qu'on veut avoir, quoi. Euh, mais ça, c'est extrêmement difficile, surtout sur les aspects où la sécurité est à tous les angles. Parce que là, c'est la technique qui s'impose sur la sécurité. On ne va pas faire des Oui, choix bien qui sûr. engagent la sécurité parce que sur notre vision, c'est plus pratique. Ouais, tout à fait.
Donc il y a aussi cette barrière de la sécurité. OK. De toute façon, là, si tu résumes un peu tout ce que tu viens de dire sur Core 30 et sur Knox, du coup, la différence qu'on va avoir justement entre les 2 versions, c'est qu'il y a une version, donc la version Core 30 où il y a plus de limite, à la taille de ce qu'on peut inscrire Et c'est et et Knox, du coup, eux, sont absolument contre ça parce que pour eux, en fait, c'est tout simplement la porte ouverte au spam et ça pourrait venir justement spammer la blockchain, fragiliser Bitcoin et avec, certains arguments qui sont mis en avant, dont par exemple celui dont tu as parlé rapidement, c'est, l'inscription en fait de données arbitraires qui seraient préjudiciables en fait, pour les nœuds, pour ceux bah, tout simplement qui font tourner des nœuds, hein, et l'un des arguments les plus souvent cités, c'est celui forcément des images pédopornographiques, hein, qui seraient directement inscrites sur la blockchain Bitcoin, qui serait en fait que rien ne pourrait empêcher si on va vers cette version de Cortante, hein. Et après, bah, se pose la question, est-ce que, les nœuds ont envie de relayer ce genre de choses? Et quelles conséquences légales, bah, les utilisateurs de nœuds pourraient avoir à héberger justement chez eux comme ça sur la blockchain, bah, ce genre d'image, quoi? Et d'un point de vue purement moral aussi, qu'est-ce que ça peut causer comme type de problématique? Ça, c'est un peu l'argument de intéressant. Et puis, bah, par exemple, quand on héberge un nœud, on accepte des transactions, on ne connaît pas leurs usages. tout à fait, hein. Donc ça, on pourrait aussi accepter des transactions qui rémunèrent, je sais pas, de la mafia, peu importe. Alors l'idée, c'est de dire, bah, si on accepte ça, pourquoi tout d'un coup, la data, elle, non, finalement, et les transactions, oui. En fait, je pense que hem, c'est parce que, il faut décorréler, l'outil de l'usage. Et Mmh. c'est pas parce qu'on a un outil, enfin, c'est pas déjà chez la finalité, c'est de faire des transactions, ça doit pas être interdit. Ce qui est interdit, c'est, de tuer des gens avec des armes, heu, ça c'est en plus, politique dérive aussi là-dessus, donc parfois si les outils sont condamnés parce qu'il peut y avoir des actes illicites, au lieu Mmh. d'aller attaquer l'acte illicite, pourquoi il existe, quels sont les réseaux, quels sont les acteurs, machin, pour ça faut condamner l'outil. Ouais. Hem Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement, handicapant pour le progrès en général, parce que, un marteau, voilà, ça sert pas qu'à taper la tête, mais si on s'en privait, ce serait quand même assez gênant. C'est un peu le cas pour tous les outils, en fait, et donc dans l'absolu, faut pas s'interdire, des outils de transaction parce que potentiellement des transactions ont des usages, des finalités qui sont dangereuses. Par contre, on l'a bien pris cet outil-là pour en faire quelque chose. C'est-à-dire que Mmh. quand je prends un multiple de transactions, j'ai pris pour faire des transactions. Et Mmh. j'ai accepté que cet outil puisse, dans d'autres contextes, servir à autre chose. Mais c'est cet outil de transaction. J'ai pas, à la même temps, accepté, tout plein d'autres outils, Mmh. voilà, des NFT, du bidule, du machin. Ça, c'est pas ce que j'ai choisi. C'est pas l'outil que j'ai choisi. Et donc, l'idée, c'est de se dire: «Voilà, moi, je mets à mes ressources, mon PC à disposition, il fait tourner un nœud, je l'accepte parce que la contrepartie, c'est ma souveraineté sur les transactions. Donc, je participe à ce réseau». Je participe à la sécurité qu'apporte ce réseau. J'estime que finalement, la sécurité qu'il apporte est supérieure aux aux activités que je pourrais considérer comme nuisantes, qui permettraient. Et par contre, je suis pas d'accord pour que, j'héberge gratuitement les photos de vacances, de de tout et n'importe qui, non, mon espace disque est limité, mes ressources sont limitées, et même si ça ne Mmh. l'était pas, c'est pas mon choix. Heu Ouais. Et il y a des tas d'outils meilleurs que ça, en fait. Oui, alors il y a des tas d'outils qui sont meilleurs que ça, mais tu as aussi une idée qui est intéressante, c'est de dire que justement, Bitcoin reste un moyen d'échange pair à pair, sans permission et à partir de ce moment-là, tu es autorisé en fait à broadcast, absolument ce que tu veux, quoi. C'est ceux aussi qui vont te dire ça, c'est-à-dire que, OK, il peut y avoir en effet des mauvaises transactions, des mauvaises images, mais ça vaut le coup, le risque en vaut la peine, hein, tout simplement parce que si on commence à discriminer, quel type de transaction, quel type de data on peut partager, là, on ouvre en fait une boîte de Pandore qui va en fait tout simplement à terme
faciliter, le fait d'interdire telle ou telle transaction parce que tel ou tel individu, c'est un opposant politique, ou on va refuser tel ou tel. Oui, mais alors là, c'est hyper intéressant parce que ça rejoint le cœur du problème sur internet et sur tous les usages numériques, c'est la métadata. En fait, en soi, quand les données sont fongibles, elles sont bien moins dangereuses. C'est très difficile d'exploiter des comportements, d'identifier des flux et après d'aller exploiter la connaissance que l'on va avoir, soit sur les utilisateurs, soit sur les usages, pour des services qui, en fait, vont bénéficier de ça gratuitement, mais qui vont surtout, exposer des failles, des gens sur, leur Mmh. privacy et des services, sur leur volume, et cetera, et cetera. Réduire les métadatas, c'est le challenge de la privacy sur internet. C'est le plus important. Alors justement, quand tu parles de données fongibles, là, tu parles par exemple sur Bitcoin d'avoir uniquement de la donnée monétaire, Voilà, donc de c'est ça. l'UTXO, voilà, donc la même donnée qui est. Parce que si on reconnaît une image, si on reconnaît que quelqu'un publie tous les jours à 9 heures, on sait où il habite. Il se lève à 9 heures. En fait, plus on va donner de contexte sur les transactions, plus on va pouvoir identifier très rapidement quel service il utilise. Ah, ben lui, il paye sur telle plateforme. Ah, ben lui, il vient de Mmh. machin. Ah, ben lui, il vient de truc. Et donc, ça va exposer les gens à des risques parce qu'ils vont être targetés plus facilement. Oh, lui, bah, du coup, il a, voilà, du coup, ouais, ok, c'est des portefeuilles qui à peu près ont tant de. Enfin, c'est des comportements et des profils qui sont retracés très rapidement. Ou alors dire: «Bah, lui, c'est plutôt un opposant politique parce que je sais que eux ils ont des transactions de tel type, à telle heure, voilà, c'est plutôt avec des journalistes» et cetera. Donc en fait, plus on va permettre de la data, plus on va permettre de la métadata et ça, c'est le problème numéro un sur l'usage internet, c'est la captation des métadatas. Ça fait des acteurs qui deviennent ultra puissants par la connaissance qu'ils obtiennent sur les usages et les gens et les entreprises et les associations et cetera et qui deviennent incontournables parce que quand tu as besoin d'accéder à cette donnée, c'est eux qui ont le plus. C'est eux la plateforme de connaissances. C'est ce qui fait la force de Google, c'est ce qui fait la force ils ont capté les métadatas qui étaient pas leurs données, hein et ils ont construit une puissance et leurs services autour de cette donnée, captée. Mais ça révèle, donc ça c'est dans du côté un peu cypherpunk, hein, un des idéals, c'est d'être, libre de ce que l'on révèle ou pas au monde, sur Mmh. soi-même. Là, on va révéler des choses sur nous, malgré nous et le fait que la structure de Bitcoin même où, bah, voilà, une entrée suit une sortie et cetera, on peut très bien aussi exposer des gens à travers nos propres failles. Parce qu'on va savoir de nous, ça va donner une indication sur les gens avec qui je communique ou j'échange et Mmh. cetera et et donc c'est aussi une responsabilité par rapport aux autres sur le réseau, de pas révéler tout ce qu'on fait parce que du coup, on va révéler ce qu'on fait avec les autres. Heu et heu et donc ouvrir la data, c'est donner un signal pour dire: «Allez les gars, c'est parti. Maintenant vous pouvez aller mettre des flags, vous pouvez aller mettre des petits drapeaux, vous pouvez mettre des indications, vous pouvez aller tracer ci, vous pouvez tracer ça. Vous pouvez mettre des sortes de cookies si vous voulez, vous pouvez, en fait, c'est un très mauvais signal, en fait, sur les intentions sur Bitcoin parce qu'on ne va pas engager des millions sur un projet. On a un fonds VC qui dit: «Tiens, la donnée, sur les usages de Bitcoin, ça vaut cher. On va se mettre un tracker sur tout ça». Ils vont pas engager, 500 000 000 s'ils se disent: «Ouais, non, mais Bitcoin Core derrière, ils vont nous réduire le truc, Mmh. ils vont partir, ils vont tout mettre en silent payment, on va rien voir, bah, voilà» et donc ils vont pas investir. Par contre, s'ils se disent: «Ouh là, les portes s'ouvrent, il y a une opportunité, on va tenter le coup» et là, ils vont mettre 500 millions et quand il y a des millions qui arrivent sur la table, alors on l'a vu à petite échelle avec les spammers qui ont déjà eu un impact et Mmh. si on ouvre complètement les vannes et qu'on lance le message au marché, qu'il y a un marché de la métadata sur Bitcoin maintenant, on ne sait pas à quoi on s'expose. Les Ouais, puissances OK. vont pas du tout être les mêmes que celles d'aujourd'hui. Donc en termes de message sur la métadata, je trouve que c'est dangereux. J'ai vu un tweet de Nick Szabo qui rappelait un petit peu ça et je trouvais ça pertinent. Après, c'est vrai, hein, les explications de Dan Back qui a longtemps été un peu le coordinateur du Bitcoin Core, hein, les Mmh. premières années.
premiers devs, etc. Lui, il défend qu'elle a une solution technique pour bien gérer le spam et pour inciter à bien faire du spam. Bon, bien faire du spam, c'est pas faire du spam, parce qu'ils vont toujours chercher le modèle le plus moche pour qu'on parle d'eux. Donc, je suis pas sûr que ça marche. Mais par contre, je suis pas sûr que cette bonne gestion, elle envoie les bons messages. OK. Ça, c'est un avis personnel. C'est pour ça que c'est compliqué parce que, comme je disais, il y a les contraintes techniques qui est un paramètre qu'on va enlever ou rajouter, c'est tout. C'est donc on parle de 2 bytes. Est-ce qu'on garde ces 2 bytes ou est-ce qu'on les enlève? Dans Ouais. et mais ça, très précisément, bah, c'est aussi des messages. Mmh. C'est aussi des messages qu'on envoie. Donc, c'est là où ça ouvre la porte aux interprétations, aux intentions, comment vont réagir, et cetera. Et C'est toi, par et un peu exemple, social aussi. ouais, ouais. Bah, totalement, ouais. Et toi, par exemple, si je prends ton avis personnel là-dessus, est-ce que toi, du coup, si je comprends bien, tu es contre l'inscription Oui, bah, moi, ça de se ce sent un petit peu parce que c'est vrai que, oui, cette histoire de metadata, c'est vraiment un cheval de Troie, enfin, c'est vraiment un totem sur la privacy, quoi. Donc c'est très, très difficile on sait à quel point ça va très, très vite derrière. Donc, c'est vrai que ça rend extrêmement, prudent, voire, bloquant par défaut, de lâcher les chevaux là-dessus, quoi. et par exemple, toi, si je me fais un peu l'avocat du diable, parce que je sais que j'en parlais avec Science lors d'un dernier podcast, on échangeait rapidement sur ça et on se disait que, par exemple, la time chain Bitcoin, donc justement cette succession toutes les 10 minutes d'un bloc, qui est validé par les nœuds, en fait, va inscrire de manière immuable, des informations qui peuvent être vérifiées a posteriori et qui seront en plus horodatées. Donc il y aura en fait une preuve de travail sur l'information qui sera inscrite sur la blockchain Bitcoin et ça, c'est super pour justement suivre toutes les transactions depuis la création, le bloc genèse. Mais c'est aussi intéressant parce qu'on va arriver dans un monde où avec l'IA, avec, justement toutes ces avancées technologiques, on aura de plus en plus de mal à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux et l'une de ces manières-là, ce serait justement d'inscrire sur, la timesheet Bitcoin, bah, ju des informations autres que des informations monétaires qui pourraient permettre aux individus, bah, de dire: «Bah, tiens, là, j'ai fait un contrat avec un tel, pour ça et cetera. Je vais l'inscrire sur la blockchain». Comme ça, justement, je sais que c'est vérifié, il y a un proof of work, c'est validé et cetera et ça aura une validité, en fait, quasiment intemporelle, éternelle et tu as la même idée, par exemple, avec, si on va vraiment vers un monde dystopique où internet est filtré, on va pouvoir justement, discriminer la bonne de la mauvaise information sur absolument tous les canaux, tous les réseaux de conversation et ça, on en parle, c'est quasiment d'actualité, hein, parce qu'on en parle, en Oui, France et dans l'Union européenne et justement, par exemple, un lanceur d'alerte qui voudrait alerter sur telle ou telle chose ou qui aurait, lui, à sa disposition des écrits, des documents, compromettants pour tel acteur, géopolitique, géostratégique, il pourrait se dire: «Bah, tiens, je vais inscrire ça sur la blockchain Bitcoin parce que je sais qu'il n'y a pas que ça va pas pouvoir être «filtré» justement entre guillemets et que, ça va rester, quoi». Alors qu'est-ce que tu penses c'est toi de ces usages-là? Parce que c'est pas c'est le cœur de ce qu'on fait sur 4N4. On travaille avec des notaires qui font leurs preuves sur une layer de Bitcoin. Mais la preuve, ça veut déjà dire la preuve d'identité. Ça veut dire la preuve de la data qu'on veut pousser. Ça veut dire l'intégrité de la data qu'on va pousser. En fait, on peut mettre des bêtises et les horodater, ce sera quand même des bêtises. Mmh. On peut se faire passer pour un lanceur d'alerte, c'est pas vrai. C'est pas nous, en fait. On peut non, en fait, il y a ça et puis il y a surtout le fait que, hem, Bitcoin, c'est un réseau de preuves distribuées. On a la preuve des dépenses, enfin voilà, on a la preuve des transactions de ce réseau monétaire. C'est un réseau de preuves distribuées à l'échelle mondiale. C'est Mmh. probablement sa plus grande force, c'est de faire de la preuve. Parce que ça, et bah, mathématiquement, on va pas le contester. Un État peut pas dire: «Non, c'est faux». Ben non, Mmh, c'est vrai. bien sûr. Alors il y a eu des tentatives. Moi, j'ai vu, bah, du coup, dans l'accélérateur, hein, tous les projets blockchain qui étaient un petit peu de ce type-là. On va mettre le cadastre dessus, comme ça, quand les militaires viennent dire: «Non, c'est mon terrain au Ghana», ils pourront dire: «Non, regardez, c'est écrit, c'est à moi». Mmh. Mais en fait, non, parce que parce que, il y a c'est beaucoup plus large, la preuve. Il y a plus d'éléments à prouver.
Donc, il y a plus de contexte à ramener que ce qu'on peut mettre dans le contexte d'une blockchain. Et puis, toutes les blockchains non plus. Enfin, il n'y a que Bitcoin qui puisse sécuriser la blockchain et la sélection des blocs d'échelle. Et au-delà de ça, c'est pas le bon support, en fait. C'est intéressant. Alors, c'est vrai que libérer la data, on va parler un peu des usages. Du coup, en même temps, libérer la data, c'est permettre de faire plus de choses. Parce que les layer 2 qui s'ancrent sur Bitcoin vont pouvoir prouver plus de choses sur leur fonctionnement. Ils ont plus de data pour faire ça. Et donc, on va pouvoir imaginer des réseaux Lightning bien plus facilement fermés, ouverts, etc. On va pouvoir imaginer des preuves de réserve sur les layers 2 de type liquide qui vont pouvoir mieux garantir de façon plus transparente la réserve en jetons quand il y a un peg-in et sa sortie en peg-out. On va pouvoir construire plus sur Bitcoin, mais au détriment de la sécurité de base. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas attaquer. C'est-à-dire que on peut avoir une logique d'architecture en couche. Les usages que tu dis, ce qu'ils vont chercher sur Bitcoin, c'est la sécurité de l'information. Et pourquoi ils utilisent Bitcoin, qui est une monnaie, pour faire ça? Parce qu'en fait, c'est le seul moyen de payer de la sécurité à cet acteur qui s'appelle Bitcoin, qui va écrire dessus, sans tiers. C'est-à-dire que quand on a des acteurs de la sécurité, ce sont des entreprises avec une juridiction, avec des acteurs qui peuvent être faillibles, etc. Le seul moyen de payer de la sécurité, en étant certain que ce paiement n'est pas déjà le biais d'une faille de sécurité, c'est Bitcoin. Et donc, payer en Bitcoin, c'est ça. Et du coup, des réseaux de preuves peuvent se construire si eux, ils payent leur sécurité sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'à minima de metadata, on ne va pas savoir ce qui se fait sur la layer, on va juste savoir que cette layer a mis son état. Aujourd'hui, je suis état X ou W12. Voilà. C'est pas ce que c'est, il n'y a que le contexte de la chaîne qui saura le dire, mais on l'a mis sur Bitcoin. Et moi, ce que je vois comme la data sur Bitcoin, c'est plus un reçu. C'est-à-dire, on a un ticket, on sait que vous avez payé pour ça. D'accord. On ne va pas avoir votre panier, on ne va pas avoir votre fiche de course. Voilà. On sait que vous avez payé pour ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une logique d'architecture où la data qui a besoin de choses très différentes que ce que propose Bitcoin, en espace, en contrôle, en contexte, qui valide, qui va faire cette inscription. Est-ce que tous les utilisateurs sont en mesure de faire cette inscription? Est-ce qu'ils passent par des tiers? Est-ce que c'est des tiers sont de confiance? Est-ce que l'ensemble de chaînes de preuves qui a validé son identité, est-ce que le validateur de l'identité a lui-même été validé? Par qui? Comment? Donc en fait, ça entraîne beaucoup plus de choses, beaucoup plus larges que ce que fait un système monétaire. Mais on peut faire des réseaux spécialisés pour ça. On peut développer ce qu'il faut pour ça. Et eux vont payer leur sécurité sur Bitcoin. Je trouve, par rapport à venir directement sur Bitcoin, qui n'est pas fait pour ça, mettre de la donnée qui va embêter tout le monde, chèrement, parce que la donnée on-chain, c'est cher, il n'apporte pas. La sécurité qu'on veut, c'est juste le réseau qui va payer sur Bitcoin en disant, voilà, peu importe les milliards de choses que j'ai écrites sur ma chaîne, voilà, en une transaction sur Bitcoin, je suis capable de toutes mettre leur état dessus. Et donc, le gain d'efficience, il est disproportionnel. C'est complètement beaucoup plus efficace d'avoir une logique d'architecture, prendre le bon outil pour le bon usage, et que lui paye sa sécurité en Bitcoin, que d'aller écrire directement Bitcoin en payant en Bitcoin. Ouais, c'est comme ça que peuvent se construire et même peut-être se reconstruire Internet, parce que, comme tu l'as dit, et probablement que on peut craindre en tout cas que, par exemple, on voit les recherches sur Google diminuent extrêmement. Du fait de l'IA, les gens vont sur ChatGPT et plus sur Google. Du coup, les gens n'accèdent plus au site. Ils accèdent qu'à leur boîte. Du coup, toute l'économie d'attention qui fait vivre tout Internet est captée sans redonner l'accès par les IA. Et les agents vont aller encore plus loin. On va parler même des outils, des éditeurs, etc. Tout cela vont disparaître sur leur front
on va voir en frontal les IA. Et donc, c'est vraiment une captation par les IA de ça. Et encore une fois, c'est de la captation de la métadonnée, parce que sinon, elle est capable de les récupérer et tout ça. Et donc, si l'économie de l'attention faillit, ils vont aller faire du contenu moins cher. Et donc, de l'IA. Mmh. Et très probablement que, voilà, par incitation et pression économique, on va avoir un Internet qui sera à peu près tout fou. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas pertinent, puissant, mais c'est pas prouvé. On ne pourra pas, on peut dire que par défaut, toute la donnée est fausse. Elle peut être Mmh. intéressante, elle peut être crédible, elle peut être pertinente, elle peut faire sa démonstration sur elle-même, mais par contre, on ne peut pas dire à le considérer comme des preuves. Et ça, c'est très intéressant parce que il va y avoir un monde un peu en perte de vitesse, de contenu foisonnant mais faux, et sûr que c'est faux. La cryptographie derrière, qui va pouvoir faire un autre monde où la donnée, elle est vérifiable. Et l'IA ne pourra pas falsifier une vérité mathématique. La cryptographie, elle s'applique ou elle s'applique pas. Et ce monde-là, c'est le monde un peu underground finalement, de la recherche et de la coopération, qui est plutôt migré sur le dark web, qui pourrait revenir parce que la cryptographie va la protéger de cette exploitation des métadatas, justement, et donc de cette captation gratuite par des acteurs tiers. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut resécuriser Internet, mais pas seulement redevenir souverain sur son contenu, parce qu'on l'a signé, parce qu'on l'a prouvé, via justement une nouvelle architecture d'Internet où on a des réseaux de preuves qui vont être nécessaires face aux IA. Et du coup, d'autres usages, parce que l'incitation économique va se porter sur, voilà, va se déporter un peu de l'attention pour se porter un petit peu plus sur de la donnée fiable. Et donc, c'est assez intéressant à imaginer. On peut voir, on peut se tromper, mais c'est assez intéressant de se projeter comme ça en se disant, il y a peut-être une fenêtre pour un nouvel Internet, vérifiable, souverain, chiffré, crypté, qui protège mieux de l'exploitation des métadatas, parce que sinon, immédiatement, on disparaît derrière l'IA. Donc, si on veut OK. juste exister, bah, il va falloir se protéger. Est-ce que du coup là, est-ce que tu as le côté vraiment cryptographique pour protéger la data et la vérifier, mais tu as aussi, les signatures et le un peu bah, aussi le proof of work? Oui, Est-ce que l'ancrage. du coup l'ancrage, voilà, donc du coup, les ne pourraient pas entre guillemets ou elles pourraient, je sais pas, dépenser, de l'énergie, de l'argent pour justement inscrire de la fausse donnée? Elle peut inscrire de la fausse donnée, elle ne peut pas faire de fausses signatures, donc il faudra qu'elle crée un faux profil, mais ce profil, il faudra qu'il soit signé par quelque chose de vrai. Mmh. Et donc dans la chaîne de preuves, l'IA peut pas tout falsifier. Donc Mmh. il y aura toujours un élément qui va faire qu'on va rejeter sa proposition. Alors que si on a une chaîne de preuves propre, en plus Bitcoin est très utile en utilisant le signet, enfin non, Layer 2 c'est un signet modifié. Il faut savoir que sur Bitcoin, on a le Bitcoin, le mainnet que tout le monde utilise, et puis on peut aussi faire tourner avec ce même code des réseaux pour faire des tests ou d'autres réseaux qui ont le même code que Bitcoin mais pas le même minage exactement. On utilise D'accord. ça, donc on a le code de Bitcoin. Le minage est un peu différent. On peut faire tourner des ASIC pour faire de l'ancrage à concours. Enfin, c'est pas la même criticité qu'un système monétaire. Et surtout, lui, il va payer sa sécurité sur Bitcoin. Donc, il a moins besoin de ce qu'a usé lui-même. Sauf que bon, le dernier, lui, il doit être béton. Donc, Bitcoin, lui, il doit faire son minage. Mais au-dessus, bon, bah voilà, on peut toujours payer Bitcoin. Donc, c'est plus léger en termes de mining, c'est de la signature. Et par contre, ça va faire des preuves de tous les flux. Et avant d'ancrer un flux, on va vérifier que son motif de signature correspond à son usage. Donc, j'utilise un service. Sur ce service, on va dire, bah, il faut telle signature, telle signature, telle signature pour tel motif d'usage. Je ne sais pas ce que c'est que des maths, ce que des chiffres là-dedans qui décrivent ça. Bah voilà, il reçoit, il voit que c'est bon, il ancre. Et puis pour tous les flux, il va faire ça. Il va ancrer, il va ancrer, D'accord. il va ancrer. Et donc, on a une chaîne de preuves, on va tout ancrer. Donc, le lanceur d'alerte, il va pouvoir faire ça sur ce réseau-là. Il va pas payer parce que c'est une chaîne gratuite, c'est des jetons en chocolat, c'est juste de l'ancrage. Même si c'est le code de Bitcoin, c'est des faux Bitcoin, c'est meilleur que personne ne monétise. Ou si on le monétise, ce serait idiot parce que peut en avoir gratuitement. Donc voilà, c'est ça, il ne sert à rien du tout. Heu et donc c'est, voilà, je pense plus que Internet
va servir de plus en plus aux usages que tu as dit, il va être de plus en plus utile pour ça, alors qu'aujourd'hui, il est très inefficace pour prouver les choses et en plus, il est très challengé par l'IA. Mmh. Et Bitcoin va jouer un rôle très structurant pour payer la sécurité d'une part, parce qu'on le voit, hein, les tensions internationales font que utiliser un éditeur, utiliser un logiciel, utiliser un cloud, ça nous met déjà dans un cadre juridique, ça nous met avec des tensions, ça nous met avec un manque de souveraineté, on est Tout à fait, ouais. subit extrêmement ces choses-là. Les attaques exposent, donc potentiellement, ce que nous, on va confier à un éditeur, ça va être publié sur le dark web au lendemain. Et donc, on va avoir de plus en plus besoin de ces garanties de sécurité, indépendamment des juridictions, et de la preuve, parce que, comme tu l'as dit, la donnée prouvée va devenir de plus en plus indispensable, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on regarde. Exactement, ouais. Et les individus, le marché aura forcément besoin de ces preuves, de cette vérité parce que en fait, c'est tout simplement on peut avoir une lecture économique de tout ça, hein. C'est la clarté du signal, la vérité du signal parmi tout un bourdonnement de signaux faux, pardon. Donc il faudra justement trouver un peu ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas pour tout simplement pouvoir, individuellement mener nos propres vies et pouvoir aussi calculer, de manière saine et la plus véritable possible, en fait, tous les coups d'opportunité, quoi. Parce que si tu veux t'engager dans tel achat, dans tel échange de données, dans tel échange monétaire avec une autre personne et que, tout ce que tu as à disposition comme information, ce sont des informations fausses ou qui sont fortement manipulées ou qui sont, voilà, tout simplement erronées, bah, tu auras tout intérêt, toi, voilà, pour que tu sois le plus efficace possible à aller chercher la bonne donnée, quoi. Et c'est vrai que l'usage que tu dis dans le monde qui arrive, ça va être essentiel parce qu'il y aura toujours en fait cet intérêt, individuel humain à aller chercher ce qui est vrai pour qu'on maximise notre temps et qu'on minimise au minimum les frictions. De toute façon, si on veut juste se mettre d'accord, enfin, avoir des accords et qu'ils soient respectés, ça passe par des artefacts, enfin, des Bah, tout à preuves, fait, enfin, hein. des éléments de preuve. Euh, Si on n'est pas capable de prouver qui on est, même comme ça, est-ce que c'est pas une IA qui bouge là ou enfin, se Oui, c'est mettre ça, d'accord ouais. et puis surtout l'IA coûte cher et donc il y a une énorme incitation aux fausses IA aussi. Ça, on le voit moins, mais si on regarde, si on demande une analyse, par exemple, c'est très difficile de faire la distinction entre le résultat d'une analyse d'une IA qui est bonne, qui a vraiment challengé des vraies données, qui a vraiment travaillé, et cetera, qui les restitue, et une IA qui est mauvaise, qui copie le look d'une bonne une bonne analyse et D'accord. qui le redonne. Il y en a une qui va dépenser des millions à faire travailler ses infrastructures, avoir des modèles ultra. Il y en a qui va travailler à 2 balles. Le résultat final il est très, très similaire. Heu, Mmh. donc il y a vraiment un vrai challenge du coup sur, même pour les IA elles-mêmes, de s'appuyer en partie sur des systèmes de preuves, parce que c'est toute leur crédibilité en fait qui est Ah bah, totalement, ouais. Sur le nombre de sources qui ont été traitées, sur la diversité des sources qui ont été traitées, sur la manière dont elles les traitent, s'il y a un biais ou pas. Ce sont des questions dont on parle actuellement, hein, de toute façon par rapport aux IA. Quand on commence à les comparer les unes aux autres avec la pertinence de leurs réponses, le travail qu'elles ont pu fournir pour aller chercher l'information, la restituer, il y a déjà une sorte de tri qui se fait par le marché. Tu en as certaines qui sont déjà un peu, obsolètes parce que justement elles vont pas chercher la vérité ou quand elles la trouvent, elles vont pas la restituer telle qu'elle est. Et c'est vrai que comme tu dis, hein, dans le futur, ça, ce sera quelque chose qui sera nous, ça va être un gros on l'a vu problème, dans quoi. des expériences rigolotes, même si on s'écarte un peu du sujet, mais c'est toujours l'exploitation de la data et la preuve, on a commencé à développer avec l'IA et parfois l'IA modifie par exemple des clés API, donc c'est des données sensibles. Mmh. Quand elle y avait accès, par sécurité, elle les modifiait, mais avec c'est exactement la même, voilà, la même La même clé, ouais. caractère, et cetera. Donc on voit pas la différence. Donc D'accord, OK, quand ouais. on l'utilise, on a le truc qui bug et voilà, trouver le caractère qui a changé dans les 64, et que déjà il y en a un qui a changé, déjà le savoir. Bah, en fait, on le sait que si on fait des hashes donc en fait, on a été obligé d'urbaniser un petit peu entre ce que doit connaître, ce que ne doit pas connaître. Mais des fois, elle connaît des choses, puis elle les retire. Mais Oui, tout à c'est fait, donc cela par sécurité. on a un bug, donc il y a tout le contexte du bug. Elle va décrire le bug qu'elle a à résoudre et puis plus tard, elle va faire un truc, elle va regarder la description du bug qui n'existe plus et elle va le Mmh. prendre en compte comme un élément de sa réalité. Donc on est obligé d'urbaniser un peu la connaissance et on est aussi obligé de mettre de la signature
sur les données en disant: «OK, bah, tu utilises tel set de données, mais moi, si je refais le hash, c'est pas celui que j'attends. Donc tu as modifié un truc là-dedans». OK, ouais. Et en fait, ça, progressivement, là, je caricature un peu, mais progressivement, on va devoir introduire de la cryptographie un peu pour tout, tout le temps, parce que, très rapidement, il peut y avoir des petits bouts de data biaisés. Ouais, bien sûr, et ça, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, plus on va aller dans ce genre de monde, plus on aura intérêt à sécuriser et rendre la data disponible, vraie, quoi, et si la cryptographie nous permet ça, ça c'est vraiment génial, quoi, et c'est vrai que c'est intéressant aussi la manière dont que tu évoquais ça tout à l'heure quand tu parlais de enfin, comment dire? D'utiliser Bitcoin justement pour ces usages-là, mais pas forcément, bah, le on-chain, mais justement en passer par un layer 2. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que Bitcoin, on a beau avoir, une technologie qui est vieille de 16 ans, on peut encore construire dessus, et à partir de cette, j'ai envie de dire kalachnikov numérique que rien ne casse, on peut faire des choses, assez géniales, quoi, et ça revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est qu'au final, on n'a pas besoin de construire un projet qui est totalement exogène à Bitcoin, qui est totalement nouveau, pour venir régler en fait un problème, une défaillance ou une limitation de Bitcoin. On a juste en fait à se retrousser les manches et à construire sur Bitcoin, sur cette sécurité qui est déjà existante, sur ce réseau qui est déjà existant et extrêmement dense, et c'est comme ça qu'on a eu en layer 2, Lightning par exemple, hein, qui est venu se mettre, sur Bitcoin, et on peut avoir justement, comme tu développes et comme tu dis, tout un layer 2, informationnel, de vérification de l'information vraie et véritable, et ça c'est un cas d'usage qui est super intéressant, ça c'est clair, ouais. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir d'attaque d'incentive de la layer économique. C'est-à-dire que, si on paye la sécurité, il faut vraiment la payer, justement. Mmh. Bah, il faut pas, ça, c'est l'enjeu autour de la valeur, donc c'est le marché qui va décider aussi. Mais, je pense que la nécessité et la puissance de pouvoir payer la sécurité avec Bitcoin, c'est tellement important, en fait, dans l'architecture des systèmes d'information, dans une ère numérique. Moi, je pense, hein, qu'il y a des layers qui vont se faire de la concurrence, à ancrer leurs états sur Bitcoin. Je pense pas que le paiement, par exemple, c'est parfait que ce soit sur Lightning, même mieux que sur Bitcoin, je dirais, parce qu'on a la confidentialité qu'on n'a pas sur Bitcoin. Mais Bitcoin sera toujours là, le garant de l'espace de vérité, de sécurité qu'on doit avoir pour pouvoir toujours se faire confiance en payant en Lightning, en fait. Mmh. Mais il va y avoir une compétition des usages. Parce que, bah, alors moi, je suis peut-être, voilà, optimiste, j'ai ma vision et on développe dessus, donc voilà, mais ça permet tellement de choses qui me semblent absolument critiques. Comme je disais, on travaille pas avec des geeks, hein, on travaille avec, ICAD, heu, PIAL de la CDC, Caisse des dépôts et consignations. On Mmh. travaille avec les notaires de France, et là, on a des rendez-vous avec, le Conseil supérieur du notariat, donc c'est des choses, extrêmement Ouais, sérieuses où la preuve importante, elle est centrale. La souveraineté, mais des acteurs, en fait, elle est pas négociable, et bien et sûr. bah, il y a que Bitcoin. Tout à fait. Les incitations, oui, voilà, c'est ça, en fait, les incitations individuelles, personnelles, des entreprises et même des États, voilà, des institutions, vont faire que leur intéresse pour eux aussi de participer financièrement à la sécurité du réseau, quoi. Et ça vient pas en conflit avec leurs règles de gouvernance. Si on travaille sur des modèles d'architecture, parce qu'ils peuvent avoir leurs propres règles de gouvernance, et même je trouve que c'est un gain pour eux parce que, ils ont leurs règles de gouvernance, mais ils vont pouvoir prouver que les règles ont été respectées dans leur système de gouvernance. Donc ils vont décider, moi je décide de tout, il me faut ça, ça, ça et ça. Bon, on va vérifier qu'il y avait bien ça, ça, ça et ça quand il a décidé. En fait, donc ça sème de preuves qui ne modifie pas le modèle de gouvernance, mais qui va rendre les modèles de gouvernance, quels qu'ils soient, vérifiables. Mais D'accord. pas vérifiables par le process lui-même. Ça, c'est un peu le dernier étage de la fusée, mais c'est sur lequel on se concentre le plus, et qui existe depuis 2012 sur Bitcoin, c'est la client-side validation. C'est-à-dire que les utilisateurs collectent les preuves pour vérifier par eux-mêmes. Et Mmh. ça explose tout Web3. Il n'y a plus besoin de décentraliser des processus pour les rendre vérifiables. On peut avoir des process off-chain, centralisés, mais pourquoi pas, vérifiables.
tant qu'on a une infrastructure neutre, tant qu'on paye en Bitcoin, on va pouvoir avoir le minimum de preuves qui va nous permettre de garantir qu'un process, quel que soit ce mode de gouvernance, quel que soit son degré de centralisation, s'est déroulé selon les règles établies. Et en D'accord, et plus, comment n'importe qui de l'extérieur va le vérifier. Parce qu'on va collecter les preuves. Et donc, quand un flux va arriver, on va vérifier que ce flux correspond aux preuves collectées. S'il n'est pas conforme, il n'est pas conforme, tout le monde le rejette. Et donc, même l'État, qui a décidé de faire son petit arrangement, bah, personne ne collectera de preuves cohérentes avec son petit arrangement si ça ne correspond pas à ce qui a à l'attendu cryptographique qui avait été établi, c'est-à-dire les conditions pour lesquelles ça doit être valide. Et mais ça se fait pas on-chain, ça se fait off-chain. Tout ce qu'on va trouver sur la chaîne, c'est des preuves, c'est des ancrages du minimum de preuves des états de ces process. Ce qui permet de ne pas avoir les métadatas publics, c'est juste les parties prenantes entre eux de leur process qui vont avoir besoin de cette data-là. Et la preuve elle-même, elle est fongible. C'est-à-dire que voilà, entre une preuve d'un process immobilier, une preuve d'un process de notaire, une preuve d'un process institutionnel, on ne verra aucune différence. Parce que par exemple, si tu prends l'exemple d'un achat immobilier, par exemple, comment est-ce que concrètement ça fonctionne? C'est-à-dire que tu as deux personnes qui vont faire l'échange de contrat et la preuve d'échange, en fait, sera inscrite sur la on-chain ou je En fait, comprends mal? c'est peut-être pas Bah, des approaches, même si nous, on a travaillé du coup sur les layers pour éviter de polluer la chaîne avec la data. ouais. Mais en fait, on a un modèle de contrat public qui est distribué. On a parlé du système de réseau de pair à pair. Moi, je suis un membre du réseau. Je relaye à mes voisins la liste des autres membres que je connais, puis à la fin, tout le réseau se connaît. Il faut faire ça avec une description sémantique, donc un format descriptif qui décrit les rôles, les conditions. On ne sait pas de quoi, mais on sait qu'il y a tel rôle doit signer pour tel type d'acte, telle clause du contrat en fait. Et donc, telle validation de tel type de document, c'est tel rôle qui doit le signer. Tout ça, c'est juste des codes. Donc, voilà, publiquement, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Et par contre, ces règles du jeu, elles sont distribuées partout. Elles sont répliquées et tout le monde peut y avoir accès. Et on peut s'abonner. Dire, ah ben moi, cette règle du jeu, parce que je vais me connecter sur un site qui va dire, bah, moi, sur mon site, j'applique ces règles du jeu-là. Donc, je vais m'abonner aux règles du jeu que le réseau l'a distribué. Et tout ce qui va être fait sur ce réseau va être chiffré en fonction de quel rôle j'ai dans le contrat. Donc, je ne vais pas accéder aux données que je ne suis pas censé accéder. Je n'aurai pas les clés qui permettent de les déchiffrer. Mais je vais accéder aux autres clés. Et surtout, je sais vérifier que n'importe quelle donnée des échanges entre nous dans ce service-là bah, sont conformes à cette description qui dit qu'il faut y avoir telle signature, dans tel cas, tel cas, tel cas. Et donc, c'est entre nous qu'on va se distribuer la data. Exactement. C'est entre nous qu'on va répliquer la data. Par contre, ça va passer sur des relais qui vont ancrer tous les échanges. Et il n'y a que nous qui connaissons à l'envers de la sémantique, c'est-à-dire dans tout le contexte de la data pure qu'on aura déchiffrée nous-mêmes sur nos clés avec notre identité numérique, qui est en fait nos adresses silent payment. Donc les adresses changent à chaque fois qu'on va faire des interactions. Et pour autant, ça aussi, ce qui est intéressant dans Bitcoin, c'est toute la cryptographie que ça engage et commence à financer aussi la cryptographie au niveau mondial. Et bon, c'est beaucoup investi dans silent payment parce qu'on pense que c'est un modèle d'identité numérique pour Internet, dans le sens où ça permet un échange de secrets sans interaction. Dans une transaction, je vais pouvoir échanger un secret caché dedans, mais on ne verra pas dans la transaction qu'il y a ce secret. Et ça, en termes de cybersécurité, c'est extrêmement intéressant parce qu'en général, on voit l'échange de secrets. Et là, cette transaction, parmi les autres, voilà, lesquelles ont un Il n'y secret, a pas. pas de secret, j'en sais rien du tout. Il y a Ok. le destinataire qui va pouvoir déduire que finalement, il y a un secret qui est pour lui. Et avec ce secret, on va pouvoir du coup se déchiffrer les messages qu'on va envoyer. Mais on ne verra jamais l'échange de secrets. Et ça, c'est extrêmement précieux parce qu'on peut faire de la messagerie chiffrée signée par ces mêmes adresses. Donc à la fois l'adresse qui signe et qui chiffre est la même et à la fois elle est produite par l'utilisateur lui-même. Ce qui veut dire que là où d'habitude dans nos logiciels, c'est l'infrastructure qui va chiffrer, c'est le modèle de chiffrement du logiciel qui va chiffrer, là non. C'est notre identité directement qui signe et qui chiffre. C'est notre clé Bitcoin, c'est notre wallet. On a développé un wallet silent payment voilà, pour navigateur, appli, etc.
qui servira, j'espère, pour le paiement, mais qui, pour l'instant, sert principalement pour l'identité. Et donc, c'est intéressant de voir comment Bitcoin n'est pas qu'une brique monétaire. Pour moi, c'est vrai, ça amène une identité numérique qui est très pertinente pour Internet, qui ne leak pas de métadata sur qui on est, etc., mais qui n'empêche pas la preuve. Et ça permet, comme tu le disais, d'avoir des données vérifiables sur Internet, des services dans lesquels on peut être sûr que la donnée est fiable et qui payent en Bitcoin sa sécurité. Donc, on est sûr que voilà, le modèle de sécurité ne peut pas être biaisé par le contexte juridique, national ou Mmh. compétition, je sais pas quoi. OK. Et, et pour autant, je suis un fervent défenseur de la layer 1 ne sert qu'à la monnaie. Alors D'accord. qu'on fait tout sauf la monnaie dans nos usages grâce à Bitcoin. Voilà. Donc, par rapport au sujet, je trouve que c'est intéressant de parler d'architecture, du coup, Ouais, ouais, bien parce que sûr. les gens projettent tout sur la layer 1, la monnaie. Et ce qu'ils veulent faire, ils imaginent qu'on le fait du coup là-dessus. Mais en fait, c'est un peu plus subtil. On peut le faire, mais il y a des façons de bien le faire qui impliquent de ne pas le faire forcément directement sur la monnaie, quoi. Ouais, non, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça revient à utiliser la layer 1 de Bitcoin vraiment comme base sur laquelle en fait on va construire différents layers pour différents types d'usages. Et ça me fait penser à du coup, je comprends mieux en effet ton point de vue sur le fait de pas inscrire des spams, de la saloperie, enfin de la donnée, arbitraire non monétaire sur la chaîne principale et plutôt utiliser d'autres moyens de le faire. Et ce que tu me dis là, ça me fait penser à des vieux posts, tu sais, que pouvait écrire Al-Fini sur Bitcoin Talk, en fait, où il disait que la layer 1 de Bitcoin servirait tout simplement de layer où on viendrait régler les dettes interbancaires, les unes vers les autres, alors qu'on aurait justement, des banques Bitcoin qui viendraient bâtir sur Bitcoin. Alors lui, à l'époque, il parlait pas de layer 2, hein, mais il parlait justement de pourquoi pas, créer d'autres jetons, en fait, qui seraient adossés, directement à Bitcoin. Et en fait, tu cette logique on retrouve un peu cette logique-là où, Fini, lui, disait, par exemple, que dans le futur, si Bitcoin, en fait, a du succès, c'est-à-dire que si Bitcoin a vraiment du succès, donc on parle de manière totalement hypothétique d'un monde qui est hyper bitcoinisé, hein, bien entendu. Il disait que dans ce cas-là, il y aurait autant d'échanges sur la main chain Bitcoin dans un monde hyper bitcoinisé qu'il y en avait à son époque quand lui, il écrivait sur Bitcoin Talk, donc en 2011. Donc en fait, très, très peu, voire quasiment aucun, parce qu'en fait, tout aurait lieu ailleurs et vraiment les échanges, pair à pair sur la layer 1 Bitcoin, en fait, ils seraient assez rares et ils viendraient régler, des dettes entre les banques ou régler, valider, comme tu disais, les preuves d'échange d'informations et c'est assez intéressant en fait de boucler un peu la boucle comme ça, quoi. C'est-à-dire que la Bitcoin, c'est vraiment la base de pas uniquement un système monétaire, mais vraiment de toute une sorte de refondation de ce que peut être internet, de comment est-ce que tu peux envisager la donnée, la data vraie, l'identité numérique. C'est assez intéressant, ça. C'est vrai que je comprends mieux maintenant Mais pourquoi tu paradoxalement, on peut faire ça si on protège au maximum la monnaie, ouais, bien sûr. la transaction monétaire, et qu'on ne vient pas introduire du compromis parce qu'il y a d'autres choses qui pourraient exister dessus. Mmh. Parce que déjà, c'est pas concurrent, comme vous disiez. On peut le faire. Il y a une façon de bien le faire. Et je pense pas que les incentives à dire, voilà, une incentive à bien le faire sur des layers, mais je pense pas qu'elle soit plus forte que s'il y a une vraie contrainte à la main des utilisateurs pour dire nous, on préfère ne pas accepter ça sur la layer 1. Ou accepter d'ailleurs, parce que chacun est libre de mettre des règles qu'il veut. Et, et ça, c'est important, mais c'est aussi très très lié à la privacy. En fait, souvent on pense que Bitcoin, il y a un problème de privacy, mais si on se projette sur des layers, le problème, il est très très pondéré. Mmh. Par exemple, pour payer, on a Lightning. Tout à fait, où tu pas les mêmes problèmes que ouais, tout à fait, oui, ouais, ouais. Finalement, le problème de privacy, il est plutôt à accepter de la data qu'à essayer de faire des signatures chemelles, en tout cas, essayer d'offusquer, on va dire, de créer des adresses anonymes ou quoi que ce soit sur la layer 1. Je pense Mmh. qu'elle n'en a pas besoin, dans le sens où c'est pas des identités directes qui vont, si, voilà, si cette logique de construction en layer se diffuse, euh, ça va être des agrégats de choses qui sont finalement anonymes parce que des agrégats.
Mmh. D'accord. Non, c'est super intéressant comme manière de voir les choses parce que comme tu dis, en effet, ce qu'on pourrait reprocher à Bitcoin de pas être, un intermédiaire d'échange qui soit vraiment private parce qu'en effet, tu peux retracer toutes les transactions, depuis le début. Bah, au final, si tu utilises, Lightning pour les transactions, bah, tu as moins ce problème. Enfin, Lightning, c'est très, très différent, mais tu peux bien mitiger, en fait, ce problème de privacy et tu pourras, en fait, avoir la même chose avec d'autres layers qui viendraient, bah, solutionner, tout ça, quoi. Et d'ailleurs, une question qui me vient par rapport à tout ce que tu viens de dire et par rapport à ça, justement, c'est que donc mettons le si on raccroche les wagons avec Bitcoin Core et Knox, donc là, en fait, on va avoir une sorte de schisme qui se crée sur l'utilisation, en fait, de Layer 1 de Bitcoin. Est-ce qu'on inscrit ou non, de la data arbitraire qui n'est pas monétaire sur la Layer 1? Ceux qui sont en faveur sont plutôt dans la team, on va dire Bitcoin Core. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils sont pour enlever les limites sur le up return et en fait laisser le marché en quelque sorte décider et leur argument principal, c'est de dire qu'en fait les frais fonctionnent déjà comme une sorte de filtre, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus, si tu veux inscrire des trucs, si tu veux inscrire de la merde et du spam sur la layer 1, bah, faut que tu en payes le prix et rien que ce mécanisme-là de coût, enfin d'incitation entre le opportunité de l'argent et le fait d'inscrire de la data arbitraire sur la même chain, en fait, ça va directement dissuader beaucoup de spammers et à terme, avec le prix de Bitcoin qui augmentera, ça deviendra beaucoup trop important et ça sera quasiment jamais fait. Et tu as l'autre camp, donc celui de Luc et de Nuts, qui disent justement: «Non, il faut que la layer 1, reste, spam free», donc sans spam. Et moi, il y a peut-être, en fait, une troisième chose, en fait, qu'il faudrait faire, c'est, comme tu dis, en fait, c'est tout simplement développer rapidement les capacités, en layer 2 d'inscrire en fait des infos, enfin, comment dire? Pour ceux qui veulent inscrire de l'information immuable sur la layer 1, il faut en fait que le marché leur développe une solution layer 2 qui leur permette de faire ça assez rapidement parce que du coup ils auront ça, quoi. Et ça réglerait le problème, je pense. Alors, tu sais qu'il Les débats. y a 15 familles en prod fiables de layers déjà sur Bitcoin. Je ne veux pas D'accord. vous détailler tous, mais Quand tu dis 15 familles, c'est quoi? C'est 15, petit article. Oui, en fait, ouais. tu as, alors, est-ce que je peux simplement, je vais prendre un. J'ai commencé à écrire un article dessus, du coup, je vais m'appuyer dessus pour voir s'il est. Bah, après Mais bon, c'est pas grave. non, non, mais t'inquiète. Mais non, en fait, il y a Lightning, il y a Ouais. le two-way peg, donc le système de peg-in, peg-out de Liquid, qui permet de représenter les beacons sur une autre chaîne pour les mettre en garantie des bons fonctionnements de la chaîne. Tu as tout ce qui est Fedimint, etc. Donc d'autres mécanismes de preuve qui payent leur sécurité en Bitcoin. Tu as tout ce qui va être les layers computationnels, avec BitVM, avec des sortes de VM donc, qui vont en fait créer des canaux computationnels. Donc, c'est-à-dire que par le calcul qu'on va faire, on va déduire ce qui se passe. Et du coup, ce qui se passe est dans cet espace computationnel. Mmh. On va avoir des layers comme Arc qui ont des paradigmes un peu différents avec voilà, des systèmes d'itération, de tours qui, qui ajoutent de la confidentialité. En fait, tu en fais la somme de tous les types, hein. Donc, pas vraiment les layers, mais vraiment les types de layers. Tu as la validation client-side avec RGB. Donc là, ça va, voilà, la sémantique de ce qui se passe, elle n'est pas on-chain. Après, tu as les cross-chains, genre speeder chain, space chain, qui vont voilà, permettre d'interagir entre ces layers et pas forcément via la layer 1. Euh, Si on résume tout ça, tu as 15 familles qui elles-mêmes ont des sous-familles de layers sur Bitcoin. Donc on a un matériel qui en fait très, Déjà assez développé. qui est archi développé, mais pour autant pas développé. Ouais. C'est-à-dire que c'est c'est des superbes projets tenus par une petite poignée de personnes, utilisés de manière un peu confidentielle. Euh, pour autant, on a les briques en fait hein, de ces usages-là et du coup d'un modèle économique un peu différent pour Bitcoin.
et même d'un usage un peu différent pour Bitcoin, qui est, quand on dit Bitcoin, encore une fois, on parle du nœud, que ces nœuds soient les garants, mais finalement de la sécurité finale de l'ensemble des usages. Au moins, le socle, c'est la sécurité. Il faut Bien une sûr. base de sécurité et après on peut construire dessus. De manière architecturale, Voilà. urbanisée, mais Ouais, capitalisons justement sur ce qui est existant, sur tout le réseau des nœuds, sur la sécurité, sur le réseau aussi des mineurs, hein, mine de rien, sur tout en fait cette force computationnelle qui est déjà existante et à partir de ça on dit sur les mineurs parce qu'il faut pas venir créer des incentives. En fait, il y a des attaques de sidechain qui sont possibles. C'est-à-dire que la sidechain, par exemple sur le merge mining, comme le fait RSK, mais comme le fait d'autres projets qui sont encore un peu plus dangereux pour le mining, c'est-à-dire que finalement, l'incitation à miner la sidechain va prendre le dessus sur l'incitation à miner la mine chain. Donc, quand on va miner des blocs et qu'on va choisir entre un bloc qui mine que le mainnet ou un bloc que quand on le mine pour le mainnet, on mine aussi la sidechain et on est rémunéré plus, le risque, c'est qu'au final, on va finir par ne miner que les blocs de la sidechain avec le mainnet, mais plein de blocs de mainnet de juste ignorer. Et donc ça, c'est des attaques de layer 2. On a aussi des attaques de layer 2 de long chain, c'est-à-dire que voilà, en parallèle, ils vont finalement une chaîne parallèle n'est pas loin d'être une layer 2 qui se cache. Et donc il faut être très vigilant sur le mécanisme d'incentive que l'on permet ou pas dans toutes les interactions entre les chaînes. Et ça, ça se passe dans l'espace de data. Plus on va ouvrir l'espace de data, plus on va ouvrir le potentiel des types d'interactions qu'on va faire avec le reste du monde. Et tu des failles. Plus on peut faire de choses, statistiquement, plus on augmente les chances qu'il y ait des choses illicites ou malveillantes. bien Des failles. sûr. Mmh. C'est passion enfin c'est pouf! Je sais même pas quoi dire, c'est tellement passionnant, c'est tellement dense. Je pense que ça pourrait être intéressant, pourquoi pas qu'on se fasse un autre épisode un jour sur un peu c'est ça justement les comment est-ce qu'en fait on pourrait mettre à mal justement Bitcoin avec toutes ces différentes, utilisations alternatives, ces différentes, ouais, types d'attaques en fait. L'attaque la plus grave, et c'est pour ça Ouais, que je suis fervent du parti pris de Knot, mais je suis fervent que Core reste la référence absolue et privilégiée et domine le réseau. C'est que l'attaque la plus grande, c'est qu'on ait moins de personnes qui participent aux échanges techniques, aux tests, à la bah, documentation, c'est à ouais, l'animation de la communauté. Ça, c'est le risque. Voilà, lui il est réel, il est immédiat, il est là, il est toujours latent. Il n'y a pas assez de testeurs, il n'y a pas assez de gens qui relisent la tech. C'est dur, hein, donc mmh, forcément, mais pour moi, le risque, il est là plus important que tout ce qu'on a raconté de manière. ouais, Et donc, c'est pour ça que malgré tous les avantages techniques, je reviens un peu du coup à l'introduction, malgré tous les avantages techniques qu'on peut se donner factuellement, enfin moi en tout cas, pour privilégier Knot, je privilégie pour l'objectif de souveraineté et de sécurité une solution qui me paraît moins bonne, mais qui est celle de Core, pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle apporte à la communauté et qui en termes de sécurité, c'est-à-dire le réseau continue d'être testé, continue d'être développé, continue d'être c'est, augmenté, continue d'être débattu. C'est intéressant. Donc voilà. Est-ce que je prends la 30? Non. Je prends Knorr de manière temporaire, mais je repasserai sur Core si Knorr était menacé par cette attitude. C'est un peu. non mais bien Et voilà. ouais, non, c'est bien sûr, donc c'est une affaire qui va être à suivre, ça c'est clair et comme tu dis, en effet, le choix de la prudence, ça sera alors, si je peux résumer, hein, le choix de la prudence, c'est plus Nox, mais le choix de la raison, c'est plus, Core, quoi. Parce que Core, il y a beaucoup plus de dev, c'est beaucoup plus vérifié, c'est ça Après, et Knos, c'est un choix, mais il y a le temps aussi, hein. C'est-à-dire oui, voilà, il y a on peut prendre de Core, Knot, parce qu'on pense que c'est la meilleure solution tant que ça ne menace pas, on va dire, la référence. Par contre, si Bitcoin perdait des références, enfin, voilà, n'avait plus de référence, ça, ce serait catastrophique. Donc, tant que ça ne menace pas, le choix que je fais, c'est Knot. mmh, Et puis, si je voyais que ce débat, qui quand même prend des proportions importantes, était dangereux pour le Bitcoin, dans ce cas-là, il faudrait revenir à
voilà, à la communauté de référence et que ces débats, soient animés par corps et qu'on en Mmh. discute au sein de corps. Ouais, bien sûr, ouais, totalement. Ouais, je comprends totalement ton point de vue et c'est celui que je rejoins aussi dans le sens où, moi, je suis pas aussi tech que toi, mais de ce que j'avais l'air de voir, c'était, je comprends les comment dire? Les inquiétudes de Knox, mais je comprends aussi l'intérêt d'avoir Core, en fait et donc il y a un peu des 2 et c'est en tout cas, un grand merci à toi, Nicolas, d'avoir, justement pris le temps de tout expliquer parce qu'on voit que c'est un sujet qui est, déjà d'une qui te passionne, mais c'est aussi un sujet qui est extrêmement dense, qui est extrêmement, même compliqué parce que comme et tu as bien fait justement de creuser parce que c'est pas uniquement, une question de spam sur la layer one. Ça va bien plus loin en fait, ça vient en fait sur comment est-ce qu'on envisage l'avenir et l'utilisation de Bitcoin en fait, tout simplement. Donc je pense que tu as bien fait, bien brossé le tour de tout ça et de toute façon je vais devoir un peu, sonner la fin malheureusement de l'épisode, parce que là, on parle depuis plus d'1 heure, et demie, là on est à 1 h 40 d'enregistrement. Donc il faut que toute bonne chose ait une fin et que ça reste digeste pour les pour ceux qui vont écouter. Mais, mais mais en tout cas, ça serait intéressant qu'on se refasse d'autres épisodes justement très tech comme celui-ci, pour essayer vraiment de décortiquer un peu tout ça parce que toi, même moi, comment dire? Moi, je connais pas autant, aussi bien que toi, mais je connais quand même un peu Bitcoin, un peu comment ça fonctionne. Même moi, tu vois, pendant la discussion qu'on vient d'avoir, j'ai appris pas mal de choses et ça permet aussi de repenser un peu la manière dont tu peux envisager Bitcoin, à l'avenir, quoi et mine de rien, c'est super intéressant, quoi. Avant qu'on termine l'épisode, est-ce que tu avais peut-être une dernière chose à rajouter, toi, sur tout ça? S'intéresser au code parce que Ouais, s'intéresser, voilà, ouais. de se raccrocher au code parce qu'on parle de code, en fait. Tout à fait, intéressez-vous au code, comment Bitcoin fonctionne et justement, essayer de regarder, voilà, enfin, d'ailleurs, il y a c'est comme on disait d'ailleurs au tout début de l'épisode, hein, tout le monde peut participer, c'est open source, hein, c'est ouvert, c'est libre, donc rien ne vous empêche de regarder un peu comment ça fonctionne. Si vous avez les capacités techniques, le temps et l'envie de vous y intéresser, ça peut être intéressant, quoi, parce que plus on va mettre de force, de cerveau, sur le projet, justement plus on aura Et puis il y a plein d'espace pour poser des questions. tout à fait, ouais. Et puis des personnes comme toi qui sont là aussi pour enseigner, aiguiller et partager, donc ça c'est l'essentiel, quoi. Alors juste avant qu'on se quitte et qu'on termine, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver toi sur internet, si on veut te suivre, si on veut voir à peu près ce que tu fais? Alors, moi, j'ai choisi le réseau le plus infâme. Donc, voilà, vous pouvez me ret je publie beaucoup sur LinkedIn, heu Oui d'accord, et oh mon Dieu. voilà, le pire du pire, mais bon, sinon c'est trop facile. Oui d'accord, ouais, je vois. Donc, autant aller au cœur de la meute. Non, non, en plus tu fais des très, très bons posts sur LinkedIn. Je sais que tu les postes, assez régulièrement sur le café viennois. Donc ce sont des posts qui sont détaillés, qui sont vraiment, qui sont denses, qui sont bien détaillés, bien expliqués et j'invite tout le monde justement aller voir ta page LinkedIn pour se faire un avis. Je ne sais pas si tu les postes, également sur Twitter ou pas? Non, tu restes Je poste uniquement un sur peu sur Twitter parce que, enfin, c'est pas le bon format, enfin, c'est c'est pas le bon format, ouais, c'est vrai. pied. Bon, ouais, je sais pas trop. En fait, Sinon je tu poste, un peu à l'arrache. ouais. C'est complet, c'est dense, mais je reviens pas dessus, je relis pas trop. Enfin voilà, je le lance, Ouais, OK. Parce que j'ai ouais, tu vois, moi, par exemple, j'utilise une plateforme qui s'appelle, Substack pour mon blog, ma newsletter. Ça fonctionne assez bien, donc ça peut être une idée, par exemple, si tu veux multiplier tes supports, ça peut être une bonne idée, quoi. Mais en tout cas, donc on peut te suivre sur, LinkedIn. Tu es aussi sur le café viennois, donc ça, si les gens veulent discuter avec Nicolas, c'est aussi un endroit où on peut te et retrouver. Ah ouais, ouais, tout à fait, c'est assez cool. et tu as également un compte sur X, hein, de toute façon, que je Ouais, mettrai en description de la vidéo. Où tu es également présent, quoi. Bah, écoute, encore une fois, un grand merci à toi, Nicolas, pour d'avoir pris le temps, d'avoir super bien expliqué, dans le détail, tout ça parce que c'est essentiel et Bitcoin, c'est pas uniquement une révolution monétaire et économique, c'est aussi une révolution technologique et
il faut la comprendre et pour la comprendre, bah, faut vraiment plonger la tête la première dans le terrier et là, c'est un réseau annexe dans le terrier pour beaucoup, donc le réseau technologique, qui est pas forcément le plus simple d'accès, mais faut au moins maîtriser, je pense, les bases, hein, si on est dans Bitcoin, parce que il faut essayer d'être le plus complet possible sur cette promesse d'avenir, quoi. Je réouvre un sujet qu'on n'ouvrira pas, Vas-y. mais c'est l'économie numérique. Tout est représenté numériquement. Enfin, et chaque byte a une valeur qui est vraiment la valeur économique aujourd'hui, hein, enfin. Et on peut s'intéresser à Bitcoin dans le sens où on a une modélisation représentative de la valeur des informations numériques. Et c'est un instrument de mesure de l'économie numérique dans son format d'économie numérique, qui est extrêmement puissant, qui est complètement sous-utilisé comme ça aujourd'hui. Et j'ai un peu creusé de l'envisager comme ça, et je trouve que ça ouvre des perspectives assez incroyables pour mesurer l'économie, en fait, à partir du byte, comme le fait Bitcoin. D'accord, OK. Bah, à creuser une prochaine fois, je pense. Enfin, bah, écoute Nico, encore merci à toi. Je te dis, bah, déjà à très bientôt, hein, de toute façon sur le café et puis, bah, je te souhaite, une bonne soirée et je te dis à plus, hein. Salut! Salut.